Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans la salle des Coqs Rouges et merci aux Coqs Rouges de nous mettre à disposition cette salle pour ce dernier conseil de la saison 2024-2025, juste avant la période estivale. Merci de faire le pas jusqu'ici dans cette salle fraîche du secteur pour venir assister à ce conseil de quartier. Donc je renouvelle mes remerciements auprès des Coqs Rouges. Je ne sais pas où est Gilles, s'il est parti. Il est là. Pardon, je ne t'avais pas vu, Monsieur le Président. Toutes mes merci. Tu as une salle extraordinaire. Donc on a suivi un petit peu les travaux qui vous ont fait un peu suer, mais en attendant, le résultat est chouette. Le résultat est extra. Moi, j'aime beaucoup. Merci d'une façon générale à votre patience et à votre gentillesse, parce que je ne réponds pas toujours à tous mes messages et je m'en excuse. Pour autant, j'essaye de mon mieux d'être à votre disposition, vous le savez, de façon réactive et rapide pour vos besoins et sur le secteur. Je remercie la petite équipe de la mairie de quartier. Je vois ici Pierre Dumartin qui est le secrétaire général. Il y a Madame Véronique Auger qui est dans le coin. Il y a Jean-Marc Compagnot qui est dans le coin aussi. Il y a Monsieur Rosan qui est dans le coin. Merci beaucoup. C'est surtout eux qu'il faut remercier quand il y a des choses qui se concluent, qui se passent positivement dans ce secteur. C'est la petite équipe. On est une petite dizaine sur le secteur de la mairie de quartier. Et on œuvre de notre mieux à faire en sorte que les sujets qui sont importants pour vous deviennent des sujets qui sont évidemment importants pour nous. Merci au service de la ville et de Bordeaux Métropole qui sont avec nous ce soir. Et on a au programme Madame Ardouin et Madame Bichet pour les sujets. Et je laisse peut-être la suite. Ou c'est toi qui présente? C'est toi qui fais la suite? C'est toi qui présente, madame. C'est bon. Merci beaucoup en tout cas. Et à votre dispo, vous le savez, j'ai volontairement fait le choix de ne pas avoir de permanence pour que vous vous sentiez très à l'aise d'appeler la mairie de quartier, vous demandez un rendez-vous. Et je laisse volontairement des creux sur mon agenda pour vous rendre dispo de mon mieux et le plus rapidement possible pour vos besoins. Excellente soirée, excellent conseil de quartier à vous. Merci de votre présence. Je vous passe le micro. Bonjour à tous. Donc Tiffany Ardouin, je suis adjointe à la démocratie permanente à la ville de Bordeaux. La démocratie permanente de la ville de Bordeaux, c'est la complémentarité entre la participation citoyenne qui doit se faire pendant l'intégralité du mandat et bien sûr la démocratie représentative qui se fait tous les 6 ans. Je prends la parole aujourd'hui devant vous pour vous parler de la suite du travail que l'on va mener dans le quartier autour de quelque chose qui a été initié il y a déjà quelques temps, qui est le travail autour de la place Saint-Augustin. On a eu tout un travail autour de la place, avec beaucoup d'échanges avec les habitants, avec des associations aussi importantes pour le quartier. Et on s'est rendu compte à l'issue de ce travail qu'il y avait finalement cette place Saint-Augustin s'inscrivait de façon assez centrale sur cette partie du quartier, parce que on va le voir tout à l'heure, vous êtes sans doute issus de toutes les parties du quartier, mais en tout cas, sur cette partie du quartier, elle est vraiment centrale. Et que finalement, les remontées qui nous étaient apportées, c'était de dire réfléchir à la place sans réfléchir à tout ce qu'il y a autour, c'est finalement réfléchir de façon peut-être incomplète. Et donc, ce qu'on vous propose maintenant, c'est d'avoir une nouvelle phase de concertation qui élargissent le champ de travail, l'espace de travail, de manière à ce que l'on considère finalement la place, mais au-delà de la place, le quartier, cet espace du quartier, et qu'on en voit les interactions. Et il y a un élément aussi très important pour nous, qui était ressorti aussi beaucoup, c'était la question de l'intergénérationnel. Et donc pour nous, c'était aussi important que le travail que l'on mène dans le cadre de cette concertation, il intègre la variété des acteurs qui composent ce quartier. Et bien sûr, l'intergénérationnel en fait partie. Donc ce que l'on va vous proposer, c'est qu'on va vous proposer des temps de rencontre. On va vous en proposer 8. Et on a fait le choix d'avoir 2 temps principaux. Un premier temps que l'on ouvre aujourd'hui, qui est le temps de présentation. Donc là, on est juste sur un temps de présentation. Et ensuite, d'avoir des rencontres par type d'acteurs, par type finalement de besoins qui sont ceux des habitants d'un quartier. Donc, on a une première rencontre le 16 juillet avec les seniors qu'on est en train de préparer. On a un temps de rencontre aussi en suivant au mois de juillet avec les commerçants et avec tous les acteurs, avec les acteurs professionnels du quartier. On a ensuite un temps de rencontre avec les étudiants. Et pour vous faire un petit retour, la tournée du Parlement mobile s'est installée place Saint-Augustin il y a à peu près un mois. Et on a eu des témoignages d'étudiants qui nous ont dit on habite pour certains juste de l'autre côté de la rue.
Et pourtant, on ne vient jamais dans cette partie du quartier. Et s'est engagé un dialogue avec eux sur finalement, mais on a des besoins. Et peut-être qu'il y a plein de choses qu'on pourrait faire et qu'il y a une porosité plus grande à trouver. Et donc, on s'est dit que ça pouvait être essentiel, enfin que c'était essentiel de pouvoir aussi avoir un temps dédié spécifiquement aux étudiants. On a bien sûr un temps avec les habitants, les associations d'habitants, les acteurs culturels. Donc ça, c'est un temps qui se fera en octobre. En novembre, on aura un temps spécifique autour de tout ce qui est enfance, petite enfance, avec à la fois les parents d'élèves, mais aussi avec les acteurs professionnels de l'enfance et de la petite enfance. En décembre, on ira voir directement les scolaires, c'est-à-dire qu'on ira à la rencontre des jeunes dans les collèges et les lycées. Mais par contre, ce qui était important pour nous, c'est de se dire, un quartier, c'est pas un commerçant qui a des besoins spécifiques, une personne âgée qui va avoir des besoins spécifiques, des enfants qui ont des besoins spécifiques. Un quartier, c'est du lien social. Donc pour nous, c'était important d'entendre à la fois individuellement chacun des besoins, mais de faire en sorte que dans chacun de ces groupes, on puisse identifier, donc chacun des groupes identifiera une ou deux personnes qui viendra ensuite dans un dernier temps, qui est le temps de mise en commun en décembre, où là, l'idée, ce sera de réfléchir tous ensemble, de confronter là où il peut y avoir des frottements. Je vous en donne un. Par exemple, quand on est un jeune, on aime bien faire du sport avec un ballon. Quand on est une personne âgée ou même une famille avec des tout petits enfants, le ballon, il peut être identifié comme quelque chose qui peut perturber parce qu'il fait du bruit ou parce que ça peut faire peur. Et donc l'idée, c'est d'aller, dans ce dernier temps, confronter les besoins, les attentes des uns et des autres pour qu'on fasse quartier, pour qu'on fasse le lien social. Donc ça, c'est le dernier temps qui se réalisera en décembre. Et alors, pour accompagner tout ce travail, à chaque temps, sur chaque atelier, on va avoir une personne qui va faire de la facilitation graphique. Pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est quelqu'un qui écoute les échanges et qui en fait un dessin, en retirant finalement de chacune des présentations des éléments qui sont les éléments essentiels qui ressortent. Donc cette facilitation graphique, elle va être faite sur chacun des ateliers. Elle va être utilisée pour l'atelier de mise en commun. Et à la fin, le facilitateur graphique sera aussi là sur cette participation, sur ce dernier temps de mise en commun. Et il fera, à partir de ce qui ressortira de cette mise en commun, il fera un dessin de votre quartier rêvé. Alors un quartier rêvé, ce n'est pas un quartier dans lequel on fait tout et n'importe quoi et on imagine des choses qui ne sont pas faisables. On sera là justement, et puis je pense que vous serez là aussi, parce qu'on fait confiance pour faire la part des choses entre ce que l'on aimerait et ce qui est possible de faire dans un espace comme le quartier Saint-Augustin. Donc voilà, c'était juste pour vous dire qu'on fera une restitution publique, bien sûr, au mois de janvier, de manière à pouvoir redonner, à voir ce travail qui aura duré plusieurs mois et qui aura été le fruit de votre participation. Donc le dernier point pour moi sur lequel je veux appuyer, c'est que tous ces espaces-là, vous êtes directement concernés, que vous habitiez plus ou moins près de la place Saint-Augustin. Votre avis nous intéresse. Et donc, n'hésitez pas à venir nous voir pour vous inscrire sur ces ateliers-là, de manière à ce qu'on puisse travailler et puis on puisse vous associer au travail. J'ai oublié une chose essentielle. Tout ça ne va pas se faire à partir d'un point zéro qui serait de considérer que rien n'a été fait avant en termes de réflexion, de participation citoyenne et d'implication sur cette question de la place Saint-Augustin. Bien sûr, tout ce qu'on a entendu, ce que vous nous avez dit, les retours qu'on a eus, les éléments de blocage, les attentes qui étaient les vôtres, seront bien sûr mis au travail dans chacun de ces ateliers. Et ça, c'est important. On n'est pas là sur une concertation nouvelle. On est sur la dernière étape d'une concertation, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'on ne part pas de zéro, on part de tout ce qui a été travaillé avant et on le mettra en dialogue avec vous sur ces différents ateliers. Merci beaucoup et puis j'espère que vous serez nombreux et qu'on se sera nombreux à se croiser sur ces ateliers. Merci beaucoup Tiffaine. Alors, on va pouvoir passer à la suite. Si vous voulez poser une question, je pense que oui, effectivement, on peut faire un petit temps d'échange rapide et ensuite...
ailleurs, vous savez que le point de départ dont vous parlez, c'est un point de départ qui a été refusé par les habitants, par les commerçants, par l'ensemble de Saint-Augustin. Si c'est celui-là dont on parle, il a été refusé. Absolument. Et alors, oui, d'ailleurs. Monsieur Kay. Attends, je vais répondre sur la partie concertation. Je laisserai Tiffaine. On peut se voir très souvent. J'aime beaucoup vos prises de parole sur les conseils de quartier. Et vous êtes toujours le bienvenu, comme tout le monde, pas de sujet. Et on aborde ici, c'est un conseil de quartier. On essaye de faire tourner un petit peu, que ce soit sur du secteur du Peu, du secteur Tozin, du secteur Saint-Og. Pour autant, ça concerne le quartier de façon générale. Sauf erreur de ma part pour échanger avec les personnes qui sont ici. Il y a certaines personnes qui habitent à Saint-Og et donc qui sont aussi de façon directe ou indirecte concernées par ce qui se passe dans ce conseil de quartier. Aborder ce sujet-là, ça fait partie du conseil de quartier. Voilà, je sais tous vos griefs quant à la façon dont la place de Saint-Og est prévue en aménagement. On a déjà parlé de ça plein de fois, plein de sujets. On a entendu les frilosités de certains habitants quant à l'aménagement. On a entendu, on reprend une certaine forme de, comme l'a dit Madame Ardouin, de concertation. Vous savez parfaitement où est mon bureau, comment m'appeler, comment venir voir. Venez me voir, vous êtes... Ah, c'est pas vrai, je ne conclus jamais, sauf erreur de ma part. Et il y a un tout petit peu noté, on terminera là-dessus, qui, au bout de 5 minutes du dernier rendez-vous qu'on a fait avec vous, et s'est levé et est parti. Vous êtes parti de votre propre chef au bout de 5 minutes parce que vous n'avez pas aimé le fait que je vous donne des arguments parfaitement posés. Non, je ne me permettrai pas. Alors attendez. Oui, Monsieur Kay. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Monsieur Kay, il y a toujours quelqu'un qui a beaucoup besoin de s'exprimer dans les conseils de quartier. Ça, si. Mais bon, on laisse Madame Ardouin prendre la suite sur la concertation. C'est justement le temps d'animation qu'on allait faire juste après. Donc, alors, si vous me laissez... S'il vous plaît, est-ce qu'on peut garder des échanges les uns après les autres, comme ça tout le monde peut s'entendre, s'il vous plaît? Alors, moi je voudrais prendre la parole. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut écouter Tiffaine Ardouin qui souhaite prendre la parole et répondre à votre question? Je voudrais répondre à votre question et je vais y répondre à 2 niveaux. Effectivement, la première a déjà été dite par Monsieur Guillemin. Un conseil de quartier, même s'il se place dans une partie du quartier, il concerne tout le quartier. Il nous semble que cette question, effectivement, dans la mesure où on élargit la réflexion à une zone beaucoup plus large que celle uniquement de la place, pour nous, c'était très important que cette information soit partagée avec l'intégralité des acteurs qui sont présents et des personnes qui sont présentes ici. La deuxième chose, c'est que vous l'aurez peut-être remarqué parce que vous êtes un habitué des conseils de quartier. Dans les conseils de quartier, la règle, et ça c'est une règle qu'on a posée nous avec une ambition démocratique, c'est qu'on a 2 niveaux d'informations qu'on partage avec l'intégralité des personnes qui sont là. On a un niveau qui est carrément la ville. Pour nous, et vous verrez, avec les 2 sujets qui sont présentés là, on commence par vous présenter quelque chose qui est à l'échelle de la ville. Considérant que vous êtes habitant du quartier, enfin d'une rue, d'un petit bout de quartier, du quartier et finalement de la ville. Et pour nous, ce qui est important dans le conseil de quartier, c'est de faire le lien entre ce qui se passe dans votre rue et ce qui se passe dans votre ville. Donc à chaque fois, on a une déclinaison thématique ville que l'on décline sur votre quartier. Parce qu'on pense que vous êtes, en tant que citoyen, des gens qui avaient aussi et qui est intéressés aussi par ce qui se passe sur l'intégralité de la ville. Et ça c'est aussi vrai sur ce qui se passe finalement dans votre quartier, où vous avez effectivement un quartier qui est très hétérogène, mais un quartier dans lequel finalement il y a des choses qui peuvent vous intéresser, et a fortiori sur la question de la place. La deuxième chose que vous avez dite, qui est tout à fait vraie, et vous ne m'avez jamais entendu parler dans ma présentation, du fait qu'on repartait sur le projet. On parle pas et moi j'ai pas parlé de ça. J'ai pas dit qu'on remettait en question le projet. J'ai dit on va remettre au dialogue ce que vous avez dit et ce que vous avez dit, mais pas vous tout seul, ce que vous avez dit dans votre ensemble quand on a fait ces différentes phases de participation et de concertation. Vous nous avez donné des choses, vous nous avez donné des lignes, vous nous avez donné des consignes, vous nous avez donné des lignes rouges. Et par contre, ce que l'on ne veut pas, c'est que ça se soit oublié parce qu'on élargit la concertation. Et donc, je reviens dessus. Effectivement, ce projet, tel qu'il a été présenté, a été refusé. Et ça, on l'a entendu. Par contre, ce que l'on ne veut pas
refuser. Ce que l'on ne veut pas, c'est tout ce qui a été dit. Par contre, je veux revenir sur un point aussi qui était important, qui est très important pour moi au niveau démocratique. Ce qui va être important aussi dans cette phase, c'est qu'on soit en capacité d'entendre la diversité des avis autour de cette place. Et c'est vrai que ça, c'est un enjeu pour nous, et c'est un enjeu démocratique majeur, que ce soit pour cette place ou pour tout le reste. C'est-à-dire que pour nous, la démocratie, ce n'est pas entendre celui ou celle qui parle le plus fort, c'est entendre la diversité de ce qui est dit, et c'est de l'entendre dans des bonnes conditions. Et donc c'est ça que l'on se propose de continuer à faire, parce qu'on a vraiment la conviction de l'avoir fait, mais on se propose de continuer à le faire avec une dernière étape qui permettra ensuite, effectivement, d'arriver sur des éléments de projet qui concerneront la place, mais qui concerneront, comme vous nous l'avez déjà dit dans les éléments de concertation avant, aussi des rues adjacentes, aussi des fonctions différentes, aussi des actions différentes. Donc c'est ça qu'on vous propose de continuer à travailler maintenant. Merci Tiffaine. On passe à la suite, au cœur du sujet de ce soir. Alors, si ça veut bien. Alors, bonsoir à toutes et à tous, puisque nous, on ne s'est pas encore présenté. Donc, Emma Vicassio, je travaille à la mission Démocratie Permanente, donc représentée par Tiffaine ce soir. Et je suis accompagnée de Loïc. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, j'ai le plaisir de co-animer ce conseil de quartier avec Emma et donc de venir à votre rencontre pour parler de différents sujets. Alors, à l'ordre du jour ce soir, effectivement, un sujet commun à tous les conseils de quartier qui est le budget municipal. Et puis un sujet qui a été choisi par vous lors d'un sondage et d'une enquête qui a été menée en mai sur les mobilités, la marche et le vélo. Et puis on aura un temps de convivialité après les éléments de conclusion. Voilà. Alors, petit brise-glace voilà, que je laisse à Loïc. Même si la dynamique collective est déjà lancée, donc rapidement pour un petit peu faire un tour d'horizon de la salle qui s'est mobilisée ce soir, qui a à main levée, qui a déjà participé à un conseil de quartier? J'aurais dû dire l'inverse, qui n'a pas déjà participé à un conseil de quartier? Donc c'est une première, parfait, merci beaucoup. Deuxième question qu'on souhaiterait vous soumettre, en tout cas c'est en lien avec ce que vous pouviez évoquer tout à l'heure, monsieur. On a eu des premiers éléments de réponse qui ont été apportés. Qui vient de la zone Saint-Augustin? À main levée, encore et toujours. Vous n'avez pas déménagé entre-temps, c'est parfait. Tauzin? Dénoncez-vous, allez-y. Gavignès? Ok. Sainte-Eulalie? Un petit peu plus. Et Alphonse Dupeux? On est sur une jolie répartition. Très bien, merci beaucoup pour vos réponses à ce petit sondage. Vous l'aurez remarqué sur les tables, vous trouverez deux types de fiches qui sont différentes mais néanmoins complémentaires. La première, c'est l'évaluation de votre satisfaction par rapport à cet événement qui est un conseil de quartier. C'est important pour nous pour être dans une logique d'amélioration continue. Donc n'hésitez pas à les remettre dès la fin de ce conseil de quartier, juste avant de sortir de la pièce au niveau de la table d'accueil où on a pu vous accueillir très gentiment. Si vous pouvez remettre ce petit formulaire qui nous permettra de recueillir vos impressions, vos avis pour pouvoir continuer d'organiser ce type d'événement et faire en sorte que ce soit appréciable pour toutes les parties. Donc ça, c'est la première fiche qu'on vous propose. Et la deuxième, c'est si jamais vous avez une question particulière sur un sujet qui ne serait pas à l'ordre du jour de ce soir, n'hésitez pas à le formaliser et ensuite à le soumettre à votre mairie de quartier pour qu'on puisse revenir vers vous et le traiter de manière, j'allais dire, presque individuelle, parce que comme le disait tout à l'heure Emma, nous avons deux sujets à l'ordre du jour que nous allons pouvoir dérouler ensemble sur l'ensemble de cette soirée et pour lesquels nous vous proposerons des temps participatifs sur lesquels vous pourrez venir poser vos questions directement. Mais donc pour toutes les autres thématiques, n'hésitez pas à les soumettre directement auprès de votre mairie de quartier. Encore une fois, certains de ces éléments ont déjà été précisés tout à l'heure par Madame Ardouin, mais il y a quelques règles qu'on va se donner collectivement, vous et nous, pour que les échanges, les débats se fassent le plus sereinement possible. Bien évidemment, on va parler d'écoute active, donc dès que quelqu'un prend la parole, on fait bien évidemment silence et surtout on fait l'effort d'écouter ce que dit la personne en face de nous ou de l'autre côté de la pièce pour pouvoir ensuite être dans une logique de débat constructif. On laisse les personnes s'exprimer sans se couper la parole, sinon ce n'est pas constructif et ça n'amène rien de bon dans nos débats. De la même manière, nous vous invitons à la concision, à ce qu'on appelle parler avec intention, donc à exprimer une idée claire et en une phrase ne pas mettre 4, 5, 6 idées différentes, mais bien vous exprimer de manière claire et synthétique pour que les éléments de réponse ou de débat puissent être facilement apportés ensuite.
Avec Emma, nous aurons cette grande responsabilité d'être garant de la prise de parole, s'assurer que toutes les personnes ici présentes qui le souhaitent puissent s'exprimer dans le temps que nous nous donnons collectivement, parce que vous nous avez fait le plaisir de vous déplacer ce soir et nous ferons en sorte de maintenir le timing pour pouvoir vous libérer en temps et en heure pour pouvoir vaquer à d'autres occupations, mais nous serons vigilants à ce que chacune puisse pouvoir intervenir et que ce ne soit pas toujours les mêmes personnes qui prennent la parole. Et de la même manière, nous serons vigilants, garants d'une parité la plus parfaite possible dans les différents échanges. Donc nous alternerons des prises de parole à la fois féminines et masculines. C'est un devoir que nous donnons. Et enfin, nous vous demandons de bien vouloir attendre que le micro arrive jusqu'à vous pour pouvoir vous exprimer de manière à faciliter et encourager cette fameuse écoute active que j'évoquais tout au début. Donc une fois que le micro sera arrivé à vous, vous pourrez poser votre question qui sera bien entendable par l'ensemble de l'audience. Et donc j'en profite juste pour vous rappeler ou vous informer que ce conseil de quartier fait l'objet d'une captation audio et vidéo, et vous aurez un compte-rendu qui sera disponible sur le site de la mairie de Bordeaux une fois que tous les chemins de validation et de retranscription auront été faits. Et enfin, donc pour démarrer cette première thématique de la soirée qui est fil rouge à l'ensemble des quartiers, nous avons l'honneur de passer la parole à Claudine Bichet pour nous parler du budget de la ville. Il fonctionne. Okay, je prends dessus. Okay, très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Claudine Bichet, je suis première adjointe au maire de Bordeaux, en charge des finances, du défi climatique, de la transition énergétique et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Je suis ici ce soir pour vous présenter des éléments qu'on a rarement l'occasion de partager dans les conseils de quartier, mais on a pris ce parti un peu audacieux de donc présenter et partager autour du budget de la ville de Bordeaux. Donc c'est vous expliquer déjà globalement la mécanique budgétaire. Alors n'ayez pas peur, on a vraiment essayé de rendre ça le plus accessible possible. Et puis à travers ce budget, bien sûr, vous montrer nos priorités financières, là où on a investi beaucoup d'argent depuis le début de ce mandat, et donc voilà, vous donner une visibilité sur comment a été utilisé l'argent de la ville depuis le début de ce mandat. Voilà les objectifs. N'hésitez surtout pas à m'interrompre si jamais des choses n'étaient pas claires. J'ai tout à fait conscience que tout le monde n'est pas forcément familier avec ces notions, donc n'hésitez pas. On a vraiment travaillé à rendre ça accessible, mais si ça ne l'était pas, il n'y a aucune honte à avoir à poser des questions. Alors, pour rendre ça un peu dynamique, on commence par des petites questions, voir quel est votre niveau d'acculturation. N'hésitez pas à vous lancer, hein, on expliquera tout après. Tout à fait. Alors, première question. Selon vous, à combien s'élève le budget de la ville de Bordeaux en 2025 ? Il y a 3 propositions. 100 millions d'euros, 350 millions d'euros ou 630 millions d'euros. On peut faire un vote à main levée, mais on peut vous laisser quelques petites minutes, secondes pour réfléchir. Bon alors, pour 100 millions d'euros, à main levée, qui pense que c'est 100 millions d'euros ? Ok, personne. 350 millions d'euros. Ok, quelques mains. Et 630 millions d'euros. Très bien. Pas mal. Bien effectivement, la majorité de la salle est proche de la réalité de notre budget. Notre budget 2025, c'est 636 millions d'euros pour être très précise, ce qui représente environ 2400 euros par habitant, pour donner l'ordre de grandeur. Je propose de passer à la question suivante, et ensuite retourner aux détails. On rentre encore un petit peu plus dans la technique. Est-ce que certaines d'entre vous, peut-être même la totalité du public présent, sait faire la différence entre un budget de fonctionnement et un budget d'investissement ? Donc là, pareil, on vous laisse... Ah, y a-t-il quelqu'un qui souhaite nous proposer une définition, ou en tout cas une... C'est vrai ? Est-ce que le micro peut arriver jusqu'à vous ? Il arrive.
Alors, merci. La question, c'était la différence. Le fonctionnement, c'est payer nos agents publics, faire tourner la boutique qui est la mairie de Bordeaux. L'investissement, c'est peut-être faire la rénovation, construction, enfin, voilà, quelque chose qui est un peu amélioration de la ville, en résumé. Hein. Madame Bichet, en résumé, on est bien? C'est pas mal comme résumé. Je vais développer un peu plus. Merci, merci pour votre réponse. Donc effectivement, les dépenses de fonctionnement, ce sont toutes les dépenses courantes de la ville. On a dedans principalement les charges de personnel, puisque l'ensemble des services publics fonctionnent grâce à toutes les agents de la ville. C'est clairement la plus grosse proportion de nos dépenses de fonctionnement. On a aussi les subventions. Donc là, c'est les subventions qui permettent à tous nos partenaires associatifs de pouvoir œuvrer et de fournir aussi des services publics. C'est le cas des maisons de quartier dont font partie les Coqs Rouges, où nous sommes ici ce soir. Et puis, on a ensuite toutes les autres charges qu'on appelle charges à caractère général, qui sont voilà, tous les achats de fournitures, de choses diverses, donc qui permettent d'assurer le fonctionnement courant de la municipalité. Les dépenses d'investissement, c'est effectivement investir, c'est dans tout ce qui constitue le patrimoine de la ville, donc ce qui va rester. Donc c'est toutes les constructions de nouveaux bâtiments ou tous les investissements qui vont permettre d'améliorer l'existant, de rénover le patrimoine. Dans le patrimoine, on a les bâtiments, on a aussi nos espaces publics, nos parcs, on a tout ça. Et donc, pour essayer d'expliquer simplement le petit tableau, je l'ai déjà détaillé sur la partie dépenses de fonctionnement, donc les principales dépenses, charges de personnel, subventions, charges à caractère général. En face de ces dépenses de fonctionnement, vous avez des recettes. On va y revenir plus dans le détail après. Principalement, c'est la fiscalité, mais pas que. Donc en fait, ce qui se passe, c'est comme dans un ménage. Dans un ménage, vous avez des revenus, des salaires ou autres, et des dépenses. Idéalement, on essaye de dégager une épargne. Et cette épargne, en fait, c'est ce qui va être utilisé pour investir. Donc, soit investir dans l'achat d'un logement, soit en général, on n'a jamais suffisamment d'épargne pour acheter cash. Donc, on a recours aussi à l'emprunt. Et donc, cette épargne, elle va être utilisée tous les mois pour rembourser l'emprunt que j'aurais souscrit et qui me permet de pouvoir investir. Donc, c'est exactement la même chose pour une collectivité. De la section de fonctionnement, je fais en sorte d'avoir plus de recettes que de dépenses, ce qui me permet de dégager une épargne. Et cette épargne est donc réinvestie pour financer mon programme d'équipement, donc l'ensemble de mes investissements, avec bien sûr l'emprunt, sans lequel je ne pourrais absolument pas pouvoir financer tout ça. Voilà donc, j'espère avoir été claire. Alors, autre question. Le budget municipal, selon vous, peut-il être voté en déséquilibre? C'est-à-dire qu'il y ait plus de recettes que de dépenses ou inversement plus de dépenses que de recettes? Alors, à main levée pour oui, à main levée pour non. Bon, quelques personnes pour non. Et je laisse Madame Bichet répondre. Alors, la réponse, c'est non. Le budget d'une collectivité, quelle que soit d'ailleurs la collectivité, ce n'est pas que les communes, mais toutes les typologies de collectivités, doit être voté à l'équilibre. Donc si on revient à la diapo d'avant, voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ma section de fonctionnement, mes dépenses doivent être strictement équilibrées avec mes recettes en face, au centime d'euro près, et tout pareil pour ma section d'investissement. Ça doit être totalement équilibré. Néanmoins, vous l'aurez compris, on a le droit de recourir à de l'endettement, à l'emprunt. Et donc, le fait d'avoir des sections strictement équilibrées ne veut pas dire qu'une collectivité ne peut pas être en déficit. Si, comme un ménage, si j'emprunte plus que je ne peux rembourser, si j'excède ma capacité de remboursement, je suis donc en surendettement, ça peut se produire pareil pour une collectivité. Donc, on doit équilibrer nos sections, mais le fait qu'on recourt à l'emprunt fait qu'on peut se retrouver en situation de déficit. Néanmoins, les collectivités sont extrêmement surveillées
pour éviter qu'elle ne fasse n'importe quoi, on ne sait jamais. Et donc, on doit, notre capacité à souscrire de l'emprunt est clairement vérifiée à travers un taux, ce qu'on appelle des ratios prudentiels. Bon, pardon, je ne refais pas technique. Excusez-moi. Donc, c'est la capacité de désendettement qui permet de pouvoir suivre le niveau d'endettement d'une collectivité. Et en gros, ce ratio, c'est le nombre d'années qu'il faut à la collectivité pour rembourser la totalité de sa dette avec son épargne brute. Ça donne donc un nombre d'années. À 12 ans, vous êtes mis sous surveillance, sous tutelle. Enfin bon, ça peut aller très loin. En tout cas, il y a une surveillance accrue qui est portée à la collectivité. Donc ça, c'est vraiment une mesure de contrôle assez forte qui permet d'éviter les excès. Et pour vous donner un ordre d'idée, la ville de Bordeaux, aujourd'hui, elle a 6 ans de capacité de désendettement, qui est jugé comme un ratio tout à fait satisfaisant. Ce qui signifie donc que la ville de Bordeaux a aujourd'hui tout à fait la capacité de rembourser ce qu'elle emprunte. Voilà. Alors, maintenant, on va zoomer un peu plus sur... on va en entonnoir, on va zoomer de plus en plus sur les différentes sections. Là, vous avez un camembert qui vous présente l'ensemble des ressources de la ville, donc toutes les recettes, tout ce qui était à droite dans le petit schéma qu'on vous a montré avant. Ce que vous pouvez retenir, c'est que le gros volume de nos recettes, c'est principalement la fiscalité. 55% de nos recettes, c'est des recettes de fiscalité, avec principalement la taxe foncière, puisque avec la disparition de la taxe d'habitation, c'est maintenant la seule ressource qui reste aux communes de fiscalité directe. Et on a d'autres types de ressources, mais qui sont un peu moins importantes. On a notamment les droits de mutation. C'est-à-dire que lors des transactions immobilières, il y a ce que l'on appelle communément les frais de notaire. Dans ces frais de notaire, il y a une partie de taxe qui va en majorité au département et une part aussi va aux communes. Et ça fait aussi partie de nos recettes de fiscalité, mais qui sont dans une moindre proportion que la taxe foncière. Ensuite, on a l'emprunt, qui bien sûr est une part aussi importante. Et puis, je pense qu'il est intéressant de souligner, c'est les recettes usagées. Donc là, c'est vraiment ce que les usagers payent dans leur quotidien de la ville. On a dedans le stationnement, on a ce qui est facturé aux familles pour la pause méridienne, donc la cantine. On retrouve les billets pour aller au musée, à la piscine, on retrouve toutes ces recettes là-dedans. Ça représente que 8% de nos ressources. 8%. Donc c'est quand même une faible proportion. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la plupart des services qui sont payants, en général, la ville prend la plus grosse part du coût à sa charge. Donc ça veut dire que c'est financé par les autres sources, soyons clairs. Mais si je prends l'exemple de la cantine, la pause méridienne, qui est à la fois le repas et la garde des enfants entre midi et 2, on facture aux usagers 30% du coût complet de ce service. Donc ça, c'est une illustration. Et je pourrais le décliner sur bien d'autres services. Les musées, clairement, on fait payer beaucoup moins que ce que ça coûte à la collectivité. Donc voilà, c'est pour vous illustrer les recettes usagées que vous connaissez, puisque vous les payez dans votre quotidien. Voilà. Ensuite, on a les recettes d'État, les dotations d'État qui sont très faibles et qui sont en diminution d'année en année, 6%. Alors maintenant, on va passer sur le volet dépenses. Donc, en gros, là, c'est les 2400 € par habitant que je vous ai présenté au début, qu'on a décliné par grande politique publique, pour vous donner une idée de là où la ville investit le plus. Le premier, de loin, c'est l'enfance-jeunesse. Alors, pourquoi c'est le principal poste de dépense de la ville ? Parce que c'est la compétence obligatoire, c'est vraiment la prérogative de la ville de mettre à disposition tous les bâtiments. Donc, dedans, vous retrouvez tout ce qui est entretien, rénovation des écoles, construction des nouvelles écoles, le personnel,
les ATSEM. Et puis, vous retrouvez aussi le financement de tous les services qui sont connexes. Donc, dedans, on retrouve les subventions qui permettent de développer les places en périscolaire, tous les financements, les séjours des enfants pendant les classes et ainsi de suite. Donc, voilà, c'est le plus gros budget de la ville de loin. Ensuite, vous avez la culture. Donc là, c'est une grosse part aussi, parce que sans être obligatoire pour les villes, c'est vraiment un service public de proximité qui est souvent, enfin plus ou moins développé selon les communes, qu'il est quand même beaucoup à Bordeaux. Vous retrouvez là-dedans tous les établissements culturels de la ville. Donc du CAPC à la salle des fêtes du Grand Parc, en passant par l'opéra et tous ces acteurs culturels qui sont d'ailleurs pas forcément que des établissements propres à la ville, qui peuvent être des acteurs culturels que l'on subventionne. Vous avez donc toute cette proposition qui est dans ce montant-là. Ensuite, vous avez la petite enfance, donc là c'est les crèches. La transition écologique, qui est tous les investissements que nous mettons en œuvre, soit pour rénover notre patrimoine de manière à ce qu'il soit plus performant d'un point de vue énergétique, soit tout le développement, par exemple, des énergies renouvelables. Le sport, donc là, tous les gymnases, les subventions aux clubs sportifs pour faire en sorte que l'accès au sport soit possible pour tout le monde. Voilà. Et ensuite, je ne vais pas tout vous dire, ça va prendre beaucoup trop de temps, mais vous retrouvez tous les champs d'intervention de la ville. Sans détailler donc tout ce qui est en petit, je vais juste expliquer quelque chose qui me paraît intéressant, que je pense être intéressant d'avoir en tête pour bien comprendre comment fonctionnent les collectivités. Certains postes de dépenses vont peut-être vous paraître faibles. Par exemple, le développement économique, c'est une petite proportion des dépenses. Le social, solidarité, est aussi une plus faible proportion. Pourquoi ? C'est parce que en fait, les collectivités n'ont pas toutes les mêmes champs d'intervention pour éviter que ce soit pas efficace et qu'on se marche toutes sur les pieds. Donc, le développement économique, typiquement, c'est vraiment une prérogative de la région et, dans une moindre mesure, de la métropole. Nous, villes, on peut avoir des actions d'animation, des commerçants et ainsi de suite, mais on n'a pas le droit, réglementairement, d'aider des acteurs économiques. D'où le fait que c'est une plus faible proportion. Sur le social, la collectivité qui a le plus gros champ d'intervention, c'est le département. Donc si vous reprenez les mêmes diagrammes pour le département, la première ligne qui apparaîtrait en très gros, c'est les solidarités. Donc nous, bien sûr, on intervient et on investit beaucoup ce champ-là, mais dans une moindre mesure, puisqu'on n'a pas un champ d'intervention aussi large que celui du département. Alors la sécurité est liée. Là, alors clairement, la sécurité, c'est beaucoup une prérogative d'État. On investit aussi sur la sécurité, là où on peut le faire, parce qu'on n'a pas le droit de faire. On est assez limité aussi dans nos champs d'action. Et je vous propose d'attendre la suite de la présentation, puisqu'on va largement y revenir sur tous les moyens qu'on a développés pendant le mandat sur la sécurité. Merci pour cette mise en lumière sur le volet répartition recettes-dépenses. Si on fait un petit point focus sur l'investissement que vous évoquiez tout à l'heure, petite question pour le public. D'après vous, depuis le début du mandat, combien la ville a investi sur ces fameux investissements? Donc on parle bien depuis le début du mandat, donc en cumulé depuis 2020. Est-ce qu'on est sur du... Alors vous verrez, les chiffres sont les mêmes que ceux proposés tout à l'heure. 100 millions d'euros, 350 millions ou 630 millions. À main levée, qui pense que la ville a investi 100 millions d'euros depuis 2020 ? 350 millions ? Quelques mains. Et 630 millions ? Il y en a qui n'ont pas d'avis. Ouais. Quelle est la bonne réponse ? Dites-nous. Je ne sais pas, j'espère que vous n'êtes pas en train de vous endormir. En effet, la réponse est 630 millions d'euros depuis le début du mandat. C'est la subtilité de la question. Clairement, ce qu'il faut savoir, c'est que la ville de Bordeaux n'aura jamais autant investi que sur ce mandat. On est en train d'atteindre les 110 millions d'euros par an. Précédemment, on était plutôt autour de 80-90 millions d'euros. Donc on a fait le choix, qui est vraiment un choix politique assumé, d'augmenter l'investissement parce que nous estimons que la ville en a besoin. Les 3 principales raisons sont ici sous vos yeux. La première, je vais commencer par celle du milieu parce qu'elle est assez mécanique. On a une population qui augmente sur la ville de Bordeaux.
On est proche des 1% de croissance démographique tous les ans. On fait partie des villes et des départements où on a plus forte croissance démographique. Donc forcément, derrière ça, il y a des nouveaux quartiers qui continuent d'être construits. On doit bien sûr doter ces nouveaux quartiers d'écoles, de crèches, de gymnases, de bibliothèques. Donc bien sûr, tout ça nécessite des investissements importants. Ensuite, à gauche, vous avez une autre nécessité qui est d'adapter notre ville aux défis climatiques. On est une ville extrêmement minérale, une ville où avec le réchauffement climatique, ça va devenir très compliqué dans les phases de canicule, et je pense qu'on a pu l'expérimenter ces derniers jours. Et donc, notre objectif, c'est vraiment adapter notre ville, donc la végétaliser, la désimperméabiliser, de manière à ce qu'elle soit encore vivable, respirable, et qu'on puisse vraiment, dans les années à venir, qui vont se durcir en termes de réchauffement climatique, être encore... voilà. Un lieu où il fera bon vivre. Et puis, le troisième volet, c'est la rénovation de notre patrimoine. On a hérité d'un patrimoine en très, très mauvais état, clairement. Donc, on est en train, mais c'est clair que vu les montants que ça nécessite, ça va prendre du temps, en train de rénover un par un, progressivement, tout le patrimoine, le rénover énergétiquement de manière performante, parce que c'est aussi un enjeu climatique que de diminuer nos consommations énergétiques, et puis faire en sorte que ce patrimoine puisse bien sûr perdurer et rendre tous les services de proximité qu'il est censé rendre à la population. Alors, pour vous illustrer nos priorités, donc là c'est un zoom sur les investissements phares 2025. Vous voyez que le premier gros montant qui apparaît tout en haut, à 17 millions d'euros, c'est tout ce qui est les investissements en lien avec l'adaptation au changement climatique. Donc la végétalisation, la désimperméabilisation, tous ces investissements-là. C'est le numéro 1. Ensuite, vous avez 16 millions d'euros. Le deuxième gros montant, c'est sur les écoles, les crèches. Donc là, c'est les nouvelles écoles que l'on livre, c'est la rénovation de tout le patrimoine qui est très important. Vous avez aussi les cours buissonnières, le fait qu'on végétalise et que l'on rend plus inclusives nos cours, c'est dans ces montants-là. Ensuite, 11 millions d'euros, vous avez la mise en accessibilité des bâtiments. On a fait un énorme travail, et je vais y revenir après, donc je ne vais pas être plus longue, un énorme travail de mise en accessibilité des bâtiments sur ce mandat, et les chiffres, vous le verrez après, parlent d'eux-mêmes. En tout cas, ça coûte bien sûr des investissements. Rénovation des piscines. Sur ce mandat, on aura rénové l'intégralité des piscines de la ville. C'est aussi des investissements importants. L'efficacité énergétique, j'en ai parlé, la production d'énergie renouvelable notamment. Et ensuite, je ne vais pas tout détailler, des investissements dans des centres sociaux, dans des établissements culturels de la ville. Voilà un peu pour vous donner une idée de ce que l'on va financer en 2025. Alors, ce qu'on voulait aussi vous partager, c'est quand on gère un budget, souvent, on fait des projections. Quand on fait ces projections, on ne sait pas tout. Et là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le début du mandat, on était loin d'imaginer tout ce qui allait nous tomber sur le coin du nez en matière d'impact financier. Et donc, ça a été un mandat compliqué d'un point de vue de la gestion financière parce qu'on n'a pas été épargné par des chocs qui sont venus impacter fortement le budget de la ville. On a commencé par le Covid, donc là, 20 millions d'euros d'impact sur les finances de la ville. On a eu ensuite le choc énergétique qui a été très, très fort avec 30 millions d'euros d'impact. S'en est suivi la crise immobilière, donc les droits de mutation dont j'ai parlé tout à l'heure, en chute libre, l'inflation. Et aujourd'hui, nous avons le choc de la loi de finances d'État, l'État cherchant à renflouer une partie de son déficit sur le dos des collectivités. J'y reviendrai plus tard. Donc oui, pardon. Tous ces chocs ont fait qu'on a dû bien sûr gérer au mieux dans ce contexte. Bien sûr, ça induit de travailler à faire des économies de manière à pouvoir encaisser ces chocs et financer nos priorités. Ça a induit pendant ce mandat une hausse que nous avons décidé du taux de la taxe foncière en 2023 de plus 4,5%. Tout simplement parce que encaisser autant de chocs vraiment mettait la ville en danger de ne plus pouvoir fournir des services publics qui nous semblent essentiels ou de pouvoir investir à la hauteur des défis que j'ai énoncés précédemment.
Donc voilà, c'est un choix que nous avons assumé de faire parce que encaisser autant de chocs sur un mandat, et je peux vous dire que pour avoir discuté avec des élus qui ont beaucoup plus de mandats d'expérience que moi, c'est relativement inédit et c'est relativement compliqué de pouvoir, bien sûr, poursuivre l'ensemble de nos objectifs et d'assurer l'ensemble des services publics quand on a autant de chocs inattendus. Alors, dans ce contexte, néanmoins, on a réussi, malgré... Oui, oui, je parlais de la taxe foncière, oui. La taxe d'habitation a été supprimée. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Si ça vous... Alors, c'est plus compliqué que ça, madame, si je puis me permettre de vous expliquer. Est-ce on a le temps d'échange juste après, ouais, comme ça on garde la question pour le temps d'échange. Voilà, okay, je me la note dans un coin de ma tête. Merci, madame. Dans ce contexte, on a tout fait pour tenir notre cap avec les priorités politiques sur lesquelles nous sommes engagés sur ce mandat, qui se traduit forcément par des hausses budgétaires significatives sur les sujets que nous avons le plus poussés, sur lesquels nous avons le plus investi. Donc vous voyez ici, sur tout ce qui est enfance, jeunesse, on a augmenté sur tout le mandat de plus 20%, ce qui est conséquent. Je vais illustrer ça derrière plus précisément. Sur la petite enfance, plus 24%. Donc là aussi, j'illustrerai derrière. Et je sais que voilà, les familles ont toujours l'impression, et c'est vrai, il n'y a jamais assez de place en crèche et tout, mais en fait, on a investi de manière considérable pour pouvoir développer des places. Et on a conscience que c'est jamais assez, mais le pas est quand même considérable. On a doublé la subvention à notre centre d'action sociale, le CCAS. Alors soyons clairs, il était totalement insuffisant avant, mais voilà, on l'a doublé. Et en plus, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que depuis 10 ans, le taux de pauvreté augmente fortement partout en France et aussi beaucoup dans les grandes villes. Donc d'où aussi la nécessité de mieux doter notre centre d'action sociale. Tranquillité publique, prévention, cohésion sociale, plus 47%. Donc peut-être, madame, qui me posiez tout à l'heure la question des moyens sur la sécurité, plus 47%. Et ce n'est pas que la sécurité, c'est aussi toute la tranquillité publique, tout ce sur quoi une ville peut développer son champ d'action. L'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations, plus 60%. Alors là, soyons clairs, c'était vraiment pas assez ce qu'il y avait avant. Et le programme d'investissement, j'en ai déjà largement parlé, donc je propose de passer à la diapositive suivante. Donc là, je vous ai donné des grands pourcentages qui vous donnent une idée de là où on a priorisé nos financements. Là, on vous donne en quelques exemples ce qu'il y a derrière cet argent investi. Enfance, jeunesse, on a beaucoup travaillé à améliorer la qualité des repas qui sont servis à la cantine. Et je pourrais vous donner d'autres chiffres, on en a retenu un, le bio à la cantine. On était à 34% en 2020, on est maintenant à 66%. On a considérablement augmenté la part du local aussi. On est en train de supprimer toutes les barquettes en plastique pour tout remplacer par des bacs en inox pour des raisons sanitaires également. Donc là, il y a un énorme travail qui a été fait et qui coûte de l'argent, d'où les plus 20%. Place en périscolaire. Pareil, il n'y en a jamais assez. Néanmoins, on a augmenté de quasiment plus 20, plus 30% le nombre de places, plus 1300 places créées depuis 2300 places, pardon. Depuis le début du mandat. C'est absolument colossal et c'est beaucoup plus que la croissance démographique. En gros, on a fait plus 5% de places par an, alors que la croissance démographique, vous vous en souvenez, je l'ai dit tout à l'heure, c'est plus 1%. Donc on a opéré un effet rattrapage et c'est sans doute pas encore assez, mais on a quand même fait cet effort et d'un point de vue financier, bien sûr, ça a été un poste important. Rue aux enfants, donc l'accessibilité, l'apaisement de l'accessibilité aux écoles. On avait 4 rues aux enfants en 2020, on en a maintenant 66. Les mobilités, les arceaux vélos, pareil, on n'a jamais assez, on a quasiment doublé. Les arbres, alors là, on ne va pas résumer ce qu'on fait sur la végétalisation au nombre d'arbres plantés, mais bon, vous voyez les chiffres, c'est quand même colossal. On est passé de 1600 à 10 000 arbres par an.
L'augmentation de la zone piétonne en centre-ville, on est passé de 172 hectares à 245 hectares. C'est pareil, il y a une augmentation qui est significative. Le poste de policiers municipaux, on avait 138 postes en 2020, on est à 187 postes créés en 2025. Les caméras de surveillance, voilà, vous voyez l'augmentation également. Les équipements accessibles, alors voilà, qui fait le lien avec ce que je disais tout à l'heure, on avait 34 bâtiments accessibles en 2020, on en a maintenant 158, pour vous dire quand même l'ampleur du chemin parcouru. L'autonomie énergétique, on était à 3% d'autonomie énergétique. C'est donc le pourcentage de ce que l'on consomme qui est produit localement. On était à 3%, on est maintenant à 30%. On va dépasser les 40% l'année prochaine. Et ça, clairement, quand vous vous souvenez du choc énergétique en 2023 qui est venu nous impacter fortement, eh bien ça, je peux vous dire que ça va changer beaucoup la donne si jamais ça se reproduit. Et malheureusement, on n'est pas à l'abri que ça se reproduise compte tenu des différents conflits qui sont en train de monter dans les différentes zones productrices. Alors maintenant, voilà, on était en macro, on va revenir dans le quartier, vous présenter concrètement des projets qui sont... Il n'y a pas les montants ? Non. Non. Bon, alors du coup, normalement, il y a les montants. Je suis désolée parce que je les connais pas par cœur. Bon, donc sur le quartier, désolé, d'habitude, on a les montants qui s'affichent. L'impasse où nous sommes aujourd'hui, qui a été rénovée, qui fait partie des réalisations du quartier. L'entrepôt Lescure, qui sert à abriter les bus, qui a fait l'objet d'une très, très grosse rénovation. Alors, ouais, je veux bien tout, parce que là, ça va être compliqué pour moi. Ok, bon oui, le parc Lescure, bien sûr. Là, on est vraiment sur une restauration complète du parc sportif avec des gros enjeux vraiment intéressants. C'est au-delà de créer un espace sportif multisport le plus accessible possible et ouvert sur le quartier. On a aussi solarisé une partie, la totalité d'ailleurs des terrains de tennis. Donc, à travers la rénovation du parc Lescure, on produit aussi des énergies renouvelables, ce qui par ailleurs, ces ombrières solaires vont aussi servir d'ombrage ou permettre de nous abriter en cas de pluie. Donc là, typiquement, c'est totalement emblématique des projets que l'on porte, qui essayent d'intégrer globalement l'ensemble des enjeux qui nous semblent prioritaires. Alors voilà, là on a le coût, 5,4 millions. On en a d'autres ? Oui, pardon. Ok, c'est bon, on peut... Alors, on avait quelques petites questions en stock pour vous, mais vu l'heure qui avance, on vous propose de passer directement au temps d'échange. Mais peut-être pour un rappel... voilà. Je veux bien celle-là quand même. Ok. Alors, donc dernière question, quel est le poids des collectivités dans la dette publique nationale ? Vous avez 3 montants différents, donc 8%, 18% ou 28%. Alors des collectivités au total, on ne parle pas uniquement de la ville de Bordeaux. Non. Voilà. Là, Sinon, ça risque d'être un peu compliqué. Bon, alors à votre avis, pour 8%, une personne, 2 personnes, 3 personnes. Pour 18%. Allez, lancez-vous. Ok. Et 28%, une personne. Ok. Je laisse répondre. Ok, donc la réponse, c'est 8%. Donc sur les 3 300 milliards de dettes au niveau national, les collectivités ne représentent que 8% de la dette totale en France. 8%, c'est quand même relativement faible, surtout au regard de ce que je vais vous dire à l'instant. Les collectivités représentent 70% de l'investissement public local. Donc, en nous endettant à hauteur de 8% de la dette nationale, on produit 70% de l'investissement national. C'est énorme. Pour dire quand même l'action forte des collectivités et peut-être démentir l'idée que les collectivités ne gèrent pas bien leur argent, sont extrêmement dépensières et ainsi de suite. Je pense qu'a priori, c'est quand même pas trop le cas. Et surtout, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que derrière l'investissement, c'est 70% d'investissement.
ce sont des entreprises locales pour la plupart qu'on fait travailler. Donc c'est aussi tout un secteur économique qui travaille sur l'ensemble de nos investissements, de nos projets. Et donc nous sommes aussi une ressource de développement économique importante de ce point de vue-là. Je pense que par les temps qui courent, ce n'est pas inintéressant de savoir ça, d'autant que les débats sur la loi de finances ne vont pas tarder à redémarrer. Donc voilà, vous saurez ça. J'espère que vous vous en souviendrez. Alors, merci beaucoup, Madame Bichet, pour cette présentation. On vous propose un petit temps d'échange justement avec vos élus et pour toutes les questions que vous pourriez avoir. Donc, on a bien noté votre question, Madame, elle sera traitée en premier. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle, Monsieur ? Ah, on vous passe le micro, attendez une petite seconde. Et on va prendre 4 questions. Merci. Et ensuite on propose d'y répondre. Moi j'ai une question technique très simple. Est-ce qu'on pourrait avoir les images du PowerPoint que vous nous avez proposé ? Bien sûr. Alors le PowerPoint est envoyé avec le compte rendu. Voilà, juste très après. Bien. Voilà. C'était aucun souci. Première question, il y en aura d'autres après. Ça marche. Une deuxième question. Madame, ici. Alors moi j'ai une question très précise, c'est par rapport aux places de périscolaire. Je suis représentant parent d'élèves de l'école Henri IV Pressensé du groupe scolaire. Et cette année encore, nous avons des parents qui ont leurs élèves dans notre école et qui n'ont pas de place en périscolaire alors que les 4 dernières années, elles avaient. Donc je sais que par exemple, on attribue des places à des écoles privées dans notre école alors que leurs enfants sont dans d'autres, que les écoles privées n'aient pas le système de préscolaire, je l'entends, il faut que ça soit accessible à tous. Mais je ne connais pas les critères, on ne connaît pas les critères et on demande à F de Mange, à chaque conseil d'école depuis 4 ans de nous aider à mieux comprendre. Parce que clairement, les parents sont frustrés, déçus. Au bout de 4 ans, les enfants doivent retrouver un autre repère à un autre endroit. C'est déstabilisant pour les enfants quand ils ont 5 ans, 6 ans, 7 ans. Comment ça se fait que les enfants de l'école ne soient pas clairement prioritaires là-dessus ? Je sais que les places sont limitées, mais leur demander de changer alors qu'ils ont leurs copains qui vont là et qu'eux, ils doivent aller ailleurs, voire des fois, ça les avantage pas du tout, parce que nous, on est ici à Sainte-Eulalie, on leur demande d'aller du côté de la gare Saint-Jean, ou on leur demande d'aller, alors les menus, c'est moins loin, mais enfin, c'est pas la même chose, ils sont pas avec leurs copains, ils reconnaissent pas les animateurs. Voilà, on ne comprend pas. Les parents d'élèves, tous les ans, à chaque conseil d'école, demandons pourquoi, quels sont ces critères-là, et on ne les comprend pas. Merci beaucoup pour cette question. On avait 2 questions ici. On peut prendre les questions des 2 messieurs, à moins qu'il y ait une autre question. On pourra prendre une deuxième salve juste après. Juste une petite division. En fait, le budget principal, c'est la végétalisation avec 17 millions. Il y a 10 000 euros d'arbres plantés par là. Quel est le prix de revient de plantation d'un arbre ? Je serais intéressé. Et le monsieur juste devant. Merci beaucoup. Moi, j'ai un souci au niveau de vos arbitrages. Le maire s'est plaint qu'il y avait une baisse de la dotation nationale, donc il a mis des banderoles, mais pourtant, il y a eu 2 dépenses qui sont passées, et des grosses dépenses. On a eu 300 000 euros qui sont passés pour un fan zone pour la première finale de la Coupe d'Europe, 2 fois 300 000 euros pour la prochaine finale, au prorata de la Bordeaux Métropole. Mais quand même, alors là, je ne comprends pas. Et alors ça, c'est au niveau Bordeaux-ville entière. Au niveau du quartier, on a une structure qui marche très bien, que vous avez mis au point, qui est un bureau de poste. On paie tous le loyer, au moins, et la salariée. Et pourtant, ce lieu est fermé le lundi, le mardi, le mercredi après-midi, le jeudi après-midi, le vendredi après-midi, le samedi, le dimanche, je vous laisse. Et là, ça me paraît... Parce que quand je vais acheter un timbre, je paie 3 fois mon timbre, le loyer et la salariée. Alors, expliquez-moi la quote-part de la mairie dans 2 fois 300 000 euros. Qu'est-ce qui justifie ces arbitrages ? Et qu'est-ce qui justifie l'autre arbitrage de cette structure que vous avez mis au point, qui a trouvé sa clientèle ? Il y a du monde et elle est fermée. Merci. Je laisse Madame Bichet répondre. Qu'est-ce qui se passe ? Ok, c'est bon. Je laisserai mon collègue Laurent Guillemin répondre à des questions qui sont un peu moins d'ordre financier, mais je vais quand même essayer de faire au mieux. Alors, la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, effectivement, elle est supprimée pour les collectivités, pour les villes. Néanmoins, on a été compensé. On a été compensé l'année de la disparition de l'euro à l'euro.
Le problème, c'est que cette compensation, du coup, ne prend pas en compte la dynamique, et surtout pour une ville où il y a une croissance de population assez forte comme la nôtre. Donc, en fait, à un instant T, on n'a pas perdu. On est compensé, on continue avec des mécanismes. Alors, je vous épargne la mécanique parce que c'est un peu technique. À un instant T, on a été totalement compensé. Dans le temps, on est pénalisé parce que cette recette fiscale n'évolue plus à la vitesse et au rythme auquel elle évoluait avant. Donc, progressivement, année par année, on a une recette qui s'érode. Et la taxe foncière n'a pas les mêmes dynamiques puisqu'elle repose sur les achats de biens, les propriétaires, et qu'il y a beaucoup plus de cas d'exonération de taxes foncières qu'il n'y en avait de taxes d'habitation. Donc, globalement, année après année, on y perd. Voilà. Alors, les places de périscolaire. Moi, effectivement, je vous ai présenté dans les grandes masses... Oui, vous pourrez poser votre question après, madame. On va refaire passer le micro. Donc, je vous propose d'attendre un petit peu. Ensuite, donc les places périscolaires. Donc moi, je vous ai expliqué voilà, les gros moyens financiers pour créer 2300 places sur ce mandat qui est colossal. Et je l'ai dit, nous avons conscience qu'on n'arrive toujours pas, malgré cette hausse et ce rattrapage, à pourvoir toutes les demandes. Ensuite, ce que je sais, c'est qu'il y a eu un gros travail de fait avec l'ensemble des associations qui assurent le périscolaire, justement pour pouvoir bâtir un certain nombre de critères qui sont communs, c'est-à-dire essayer vraiment de pouvoir rendre commun au maximum les critères de décision. Après, effectivement, on laisse une place à l'appréciation de l'association qui peut connaître mieux que nous les situations propres aux familles du quartier. Donc, on a fait ce travail qui n'existait pas avant, c'est-à-dire qu'avant, il y avait 0 critère, c'était vraiment... voilà. Aujourd'hui, on a mis en place ces critères. Clairement, les associations, les maisons de quartier jouent le jeu de ces critères. Après, voilà, je ne peux pas répondre spécifiquement sur le cas dont vous parlez. Il y a clairement des choix qui sont faits parce que, comme je l'ai dit, et je ne sais pas comment ces choix ont été faits, mais comme je l'ai dit, on n'arrive toujours pas à pourvoir toutes les demandes. Alors, monsieur, sur les 17 millions, non, si vous divisez, et là je pense que Didier Jean-Jean pourra compléter ma réponse, dans les 17 millions, c'est clairement pas que des arbres. Hein. Si vous faites le ratio, effectivement, nos arbres ne coûtent pas si horriblement cher que ça. Vous avez aussi tous les aménagements, en fait, qui coûtent... quand on réaménage un espace public, c'est pas juste l'arbre, c'est aussi tout ce qu'on va reformater dans l'espace public. C'est aussi tous les mobiliers urbains que l'on va mettre en place pour que cet espace public puisse être un vecteur de lien social, de rencontre, puisse être agréable, on puisse s'asseoir quand on a décidé de marcher et ainsi de suite. Donc il y a tous ces aménagements-là. Il peut aussi y avoir, je pense, rue Georges Bonnac, alors c'est limite avec le quartier, mais c'est plutôt Bordeaux Centre, en dessous d'un espace qu'on a réaménagé, créer des réserves d'eau qui permettent aussi d'être économe en eau et de pouvoir stocker l'eau et la réutiliser pour l'arrosage dont on a besoin. Donc il y a tout ça dans les 17 millions. Donc c'est pas que des arbres, fort heureusement. Alors les fan zones. Bon, effectivement, hein, dans un budget, il y a des choix, hein, il y a des décisions que l'on prend. Nous avons conscience que le coût est très très important et nous travaillons à le réduire fortement. Néanmoins, il nous semble qu'à Bordeaux, l'UBB fait partie, tout comme les Girondins, et malheureusement pas la même histoire en ce moment, fait partie du patrimoine de la ville et que cette dépense, beaucoup de Bordelaises et Bordelais attendent ce genre d'événement, ont besoin aussi, et ça on y tient beaucoup, avoir des lieux populaires où les gens ont besoin de se rassembler. On constate que ce besoin est très fort, très très fort en ce moment. On a des moments festifs qu'on organise qui sont de plus en plus prisés. Et je pense que les gens, la société a besoin de ça aussi en ce moment parce que les temps sont quand même pas faciles et c'est pas évident de garder le moral quand on voit le contexte, tout ce qui se passe partout dans le monde. Donc voilà, c'est un choix que nous avons fait. Il peut être contesté. Certains n'auront peut-être pas pris les mêmes décisions que nous.
Néanmoins, il me semble qu'on n'a pas eu trop de débat avec notre opposition sur ce sujet-là. Et on travaille à minimiser ce coût pour les années à venir, très clairement, très très clairement. Alors, le bureau de poste. Là, je vais laisser Laurent, je ne sais pas où il est, répondre plus précisément. Enfin, là, d'un point de vue financier, soyons clairs, rien ne nous obligeait à essayer de maintenir ce service, qui est un service public, de pallier au désengagement de l'État, parce que là, c'est des décisions de l'État de fermer partout en France, et dans les zones rurales, c'est bien pire. Les bureaux de poste ferment les uns après les autres. On a fait ce choix de pallier ce désengagement. Néanmoins, nous ne pouvions pas faire en sorte que le bureau de poste reste ouvert H24 parce que c'est vraiment un coût important que nous n'avons aucune obligation de faire. Donc on a fait ce choix de maintenir ce que l'on pouvait de service public à cet endroit-là, avec du coup le coût qui va bien avec. Et oui, on a conscience que ça ne remplit pas exactement tout ce que ça remplissait avant, mais on a quand même réussi à maintenir quelque chose. Voilà, pareil, c'est peut-être pas suffisant. On a quand même fait au mieux, en tout cas. Oui, je vais parfaitement dans le sens de ce qu'a dit Madame Bichet. C'est le matin, donc le lundi elle est fermée parce qu'elle est ouverte le samedi, mais le matin c'est sur la barrière de Pessac, l'après-midi c'est sur le secteur de Tauzin. Manuela est une personne extra, hyper impliquée dans son boulot, qui bosse super bien, qui fait ça avec le sourire, qui s'est formée spécialement pour les accusés, les recommander, tous les services de la Poste, le secteur aussi d'accompagner les personnes, parce que la MDSAP, c'est Maison de service à la personne. Vous pouvez consulter Internet, vous pouvez imprimer quelque chose, vous pouvez regarder, consulter votre compte administratif si vous le souhaitez. Il y a des permanences qui sont faites avec les médiateurs aussi et les personnes de la mairie et des services aussi de la Gironde. Oui, c'est pas aussi parfait que ce qu'on aimerait sur un service plein, total et entier 7 jours sur 7. Bon, au regard aussi de la fréquence qui est faite, on a fait le choix de mettre une personne qui se dispatche entre eux, le matin, barrière de Pessac, l'après-midi, secteur du Tauzin. Bon, au regard des services qu'elle propose et de la fréquentation, on trouvait que c'était plutôt un bon dimensionnement. Et puis on regarde aussi pour que cet été, puisqu'elle est toute seule, on regarde aussi, puisqu'elle a le droit de partir congé, qu'il y ait un lissage qui soit fait avec éventuellement un autre agent. C'est en étude. Je fonde l'espoir que ça se conclue de façon positive. Après, on a conscience que c'est un très très beau service qui, comme l'a dit Madame Bichet, qui compense un peu les abandons du service public sur ce volet-là. Mais moi, je trouve que ces deux MTAP sont quand même très chouettes, puisqu'il y en a 2 sur Bordeaux, elles sont sur le secteur Q4. Pardon, je me permets juste de dire, on est face à un désengagement au-delà des dotations. Tout à l'heure, je vous ai présenté sur les recettes, on a des dotations d'État. Au-delà du fait que ces dotations baissent d'année en année, on a une manière beaucoup plus insidieuse de l'État qui consiste en fait à réduire des services publics qui le finançaient sur les territoires, dans les collectivités. Et ça, honnêtement, tout cumulé, je peux vous dire que c'est des montants très très importants, qu'on pallie autant qu'on peut. Très sincèrement, à chaque fois qu'il y a un recul de l'État, on essaye de pallier. Pendant qu'on pallie, ça veut dire qu'on ne développe pas plus de services publics sur nos compétences en propre, sur nos domaines d'intervention en propre, et on ne peut pas tout compenser. Ça, c'est clair, et ça, c'est quelque chose globalement d'assez dramatique qui se passe aujourd'hui dans notre pays, qui peut aussi expliquer certaines évolutions aussi. Aujourd'hui, il y a des chercheurs, des scientifiques qui ont établi une corrélation qui est établie scientifiquement entre le recul des services publics et l'augmentation du vote Rassemblement national. Donc voilà, en gros, on voit aussi ce que ça donne, ce genre de politique. Et nous, on veut bien sûr éviter que ça se passe ici sur notre ville. Et je peux vous assurer qu'on fait tout pour limiter ce retrait. Merci pour ces éléments de réponse. Et je vous propose, si vous souhaitez poursuivre les échanges, votre mairie de quartier est toujours disponible. Et voilà, vos élus peuvent aussi se rendre disponibles juste après le concert de quartier. Est-ce qu'il y a une autre question ou 2 autres questions qui concernent le budget ? Monsieur, vous avez une question peut-être ? Votre mairie de quartier est toujours disponible. Je me pose des questions. En fait, je ne pose pas de questions, je me pose des questions. En particulier sur quelques chiffres que j'ai vus dans le document.
La première question, c'est sur la culture, la place importante qui est dans le fonctionnement municipal consacré à la culture. Bon, moi j'étais absent de Bordeaux pendant 41 ans, c'est tout. Bon, d'accord, je ne suis pas un jeune. Mais qu'est-ce que je vois aujourd'hui? Le CAPC est vide, quasiment vide. C'est surprenant. Le musée Jean Moulin, j'ai travaillé au départ sur le musée Jean Moulin, qui était, là aujourd'hui on a construit l'école de magistrature, etc. Eh bien, ce musée Jean Moulin est vide aussi. Il ne sert pas à grand-chose. Est-ce qu'on peut vous demander, monsieur, si vous avez une question, en tout cas d'essayer de la ma synthétiser? question, c'est, j'aimerais bien avoir des détails, mais aujourd'hui je ne les aurai pas, mais les obtenir un jour, sur la répartition réelle des dépenses en matière de culture. Parce que quand je vois beaucoup de structures de la culture, je ne vois pas grand-chose à l'intérieur. La deuxième question que je me pose aussi, j'ai été surpris, c'est une surprise, hein, j'ai été surpris par les chiffres qui sont donnés sur l'augmentation du personnel policier municipal. Hein, voilà, c'est pas l'impression que j'avais comprise dans les différents débats et les différentes informations précédentes. Merci. C'est une dernière question. Madame, merci. Non, mais simplement, c'est une simple question. Moi, je suis... on m'a délégué pour venir. Moi, j'habite rue Jean Baldé. On a des gros problèmes au niveau des élagages. On a un jardin public. Alors, sur les questions qui concernent la mairie de quartier, je vous conseille si c'est une question sur le budget, votre élu est là pour vous répondre. Si c'est une question par rapport à votre rue, vraiment, je vous retourne vers votre maire de quartier. C'est toute votre équipe. C'est très compliqué, on n'est pas content. Hein. On n'est pas content. Bon. Merci pour votre témoignage en tout cas, et on prendra note. Pardon. Et on peut passer à la suite. Ok, donc je propose de répondre aux deux dernières questions et ensuite je laisse le champ libre à mes collègues pour enchaîner, répondre. Alors, sur la politique culturelle, alors, je ne vais pas pouvoir donner les chiffres là. Néanmoins, on a plutôt, sur ce mandat, observé une hausse de la fréquentation de nos établissements culturels. Et pour le coup, c'est plutôt encourageant, puisque vous l'avez vu, on a aussi, bien sûr, investi des moyens importants. Donc, on pourra vous donner les chiffres. Mais en tout cas, je ne sais pas à quel moment vous allez au CAPC, mais je ne pense pas que le CAPC soit vide, loin de là. On a plutôt des chiffres de fréquentation qui sont en hausse. Le musée Jean Moulin, alors là, on a tout simplement hérité d'un bâtiment qui est... ça fait partie de notre héritage patrimonial pas entretenu, où le bâtiment, en fait, il faut totalement le restaurer pour pouvoir en faire quelque chose. Donc, on ne l'a pas priorisé là, sur ce mandat, la restauration. Mais néanmoins, on a essayé de pouvoir organiser des événements temporaire pendant ce temps-là, pour utiliser au mieux ce lieu. Mais voilà, ça peut expliquer pourquoi vous considérez que ce musée est actuellement peu utilisé. Sur la sécurité, je ne sais pas, les chiffres qu'on vous a donnés montrent clairement ce que l'on a mis en œuvre, et c'est qu'une toute petite partie. On a effectivement créé des postes importants de policiers municipaux, 10 par an, tous les ans. On a augmenté les moyens de vidéosurveillance, j'en ai parlé aussi. Et puis, quelque chose que j'ai peut-être moins développé, mais on a clairement travaillé à faire en sorte que notre présence soit beaucoup plus forte sur l'ensemble des quartiers de la ville. Donc ça, c'est vraiment aussi un travail sur la répartition de nos policiers municipaux partout. On a fait un gros travail sur la médiation et beaucoup augmenté aussi les moyens de médiation, de prévention. Donc, ce n'était pas affiché, mais ça fait partie des plus 47% que je vous ai présenté tout à l'heure. Puisque pour nous, la sécurité, c'est toujours marcher sur deux jambes. La prévention et la partie plus sécurité dans un deuxième temps. Et aussi, on a... j'ai oublié ce que je voulais dire comme autre moyen mis en œuvre. Non, écoutez, ça m'a échappé. Donc, voilà, si vous avez plus de questions, on pourra bien sûr vous apporter plus de précisions, mais on a vraiment investi de manière conséquente sur ce mandat. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est arrivé, 138 policiers municipaux pour une ville comme Bordeaux, c'est très très faible. Et là, je viens d'échanger avec d'autres villes très récemment. J'ai halluciné, en fait, on était ultra bas. Donc là, pareil, on a opéré un rattrapage. On n'y est peut-être pas encore tout à fait, mais en tout cas, rien que ça coûte quand même beaucoup d'argent, et qu'on doit essayer d'équilibrer aussi nos dépenses entre toutes nos priorités.
Vous avez compris qu'il y en avait beaucoup. Merci. Alors, madame, est-ce que c'est une C'est sur le budget ? question? Bon, on va passer à la suite. Très bien, merci Cédric. Alors, si ça vous convient, on va passer à la suite de la présentation. Merci Madame Bichet pour tous ces éléments. Merci à vous pour votre participation. Et puis merci pour vos questions également. Alors, la suite, si ça veut bien. La suite, c'est le sujet que vous avez choisi en tant qu'habitant, donc autour des mobilités, de la marche et du vélo. Afin de préparer ce sujet, donc on envoie toujours un sondage donc pour sonder un peu quelles sont vos envies pour ces conseils de quartier. Vous avez été 134 donc du quartier Saint-Augustin, Tauzin, Alphonse Dupeux et Gavignès, etc. À répondre. Donc les mobilités sont sorties en premier. Sinon votre deuxième sujet c'était les sports et le troisième la culture. Donc je vais laisser Monsieur Jean-Jean vous présenter la politique municipale en matière de mobilité. Et il me semble que dans la salle, Monsieur Escott est également présent. Ah voilà, merci. Je vous voyais tout à l'heure au loin. Pour compléter. Oui, hop, je vous passe ceci. Allez-y. Très bien. Allez, je lance. Je vais essayer de ne pas aggraver le retard et peut-être même de le rattraper. On va voir. Donc d'abord, bonsoir mesdames et messieurs. Deux petits mots d'ordre esthétique. J'étais à 14h sur les allées Serres pour présenter à l'association locale notre programme de plantation, plus de 100 arbres. Puis ensuite, je suis allé sur les boulevards féliciter une équipe pédagogique et les élèves et la mairie, le maire de quartier, parce qu'il y a 600 arbres qui vont être plantés dans les délaissés de cette école. Et j'ai terminé, avant de vous rejoindre, aux aubiers, aux jardins familiaux, où on va planter quelques dizaines d'arbres fruitiers. Je fais tout ça à vélo et avec la chaleur, j'ai prévu aujourd'hui de le faire en Bermuda. Donc je vous prie d'excuser cette tenue qui n'est vraiment pas à la hauteur de celle de notre maire de quartier. Je ne sais pas où est Laurent, mais j'espère que vous le comprendrez. Si jamais vous êtes choqués, je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses. Je vais tenter de reconquérir votre confiance avec ce qui suit. Bien, alors, cette introduction vestimentaire terminée, je voudrais d'abord vous dire que je vous rejoins. Les mobilités, je pense en effet que c'est un sujet majeur. D'abord parce que c'est notre quotidien. On marche tous les jours pour sortir de chez nous jusqu'à la voiture, puis on devient automobiliste, parfois on devient cycliste, parfois on utilise les transports en commun. Pas encore le téléphérique, mais il paraît que ça pourrait arriver. Donc c'est en effet un sujet important. Mais c'est aussi un sujet important qui dépasse notre quotidien. C'est un sujet qui nous permet, c'est un sujet levier, c'est peut-être aussi pour ça que vous l'avez choisi, qui va nous permettre d'atténuer les dérèglements auxquels on fait face. Malheureusement, je n'ai pas dit de les annuler, j'ai bien dit de les atténuer. Et c'est ce qu'on voit ici sur cette diapo. Voilà toutes les émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables du dérèglement climatique. Et les 35%, ce sont les transports, la part des transports. Donc on comprend bien que les mobilités sont un enjeu important pour les faire diminuer, puisque, je cherche où il faut que je le dirige, c'est par là, puisque cette part des transports qui est en bleu, la France, donc pas nous à Bordeaux, les écolos, mais la France, le gouvernement, s'est engagé à les faire diminuer à la part que vous voyez tout en haut du graphique, c'est-à-dire un objectif très, 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 très ambitieux. Alors, c'est où? Ah, c'est là-bas. Hop, là-bas. OK. Donc, pour réussir à changer notre quotidien, l'améliorer, pour réussir à répondre à ces enjeux qui nous dépassent, il a d'abord fallu réorganiser la question de l'espace public d'un point de vue politique. C'est pour ça que le maire de Bordeaux n'a pas nommé un élu au vélo, un élu au réaménagement des voiries et un autre élu au réaménagement de la nature en ville, mais il a créé une seule délégation que j'ai la chance de coordonner avec d'autres élus. Et donc, quand nous regardons l'espace public pour faire un arrêt de bus, nous réfléchissons aussi au fait que cet arrêt de bus pourrait être à l'ombre d'un arbre. Pas simplement savoir s'il y a un port USB, s'il y a une assise et si le quai est accessible au handicap. En fait, un seul œil coordonne l'ensemble. Une fois qu'on a organisé la politique publique, il faut créer de l'espace. Vous êtes très bien placé pour le savoir ici en tant que Bordelais et Bordelais. La ville est construite autour de la voiture. Et donc, si on veut créer de l'espace, malheureusement, il faut enlever ceux qui l'occupent jusqu'à présent. Donc, je dis enlever, mais je devrais dire réorganiser. On ne peut pas imaginer la ville de demain, peut-être après-demain, mais en tout cas, on ne peut pas imaginer la ville de demain sans la voiture. La voiture, aujourd'hui, est un outil
pour des professions incontournables. La voiture est un outil pour des personnes qui n'ont pas le choix. Et la voiture est aussi un outil, parfois, quand on a simplement, pour une question de confort, besoin de la prendre. Donc, il faut qu'elle fasse partie de notre aménagement, en revanche, et la question de la réorganiser est importante. Donc, il faut aider en diversifiant. Je ne sais pas si vous connaissez Cities. Je ne développe pas pour aller vite, mais je pourrais vous en parler. Voilà un moyen voiture qui nous permet de fonctionner autrement. Il faut rassurer en aménageant. Le fait de prendre le vélo, si on se sent en danger, il y a beaucoup de gens qui ne le prennent pas, les gens en difficulté, les enfants. Et enfin, décidément j'ai du mal, il faut accompagner en légiférant. Ça fait partie du continuum de choses qui sont à mettre en œuvre, nous disent les spécialistes. Quand je parle des spécialistes, je parle des urbanistes, je parle de l'association pour la prévention de la sécurité routière, je parle de l'association Rue de l'Avenir, enfin, etc., etc. Et je passe une seconde, peut-être pour vous faire réagir après si vous avez des questions. Quand on parle de légiférer, évidemment, il y a la ville 30, c'est ce qu'on a fait de suite en arrivant. Il y a les zones 30, donc c'est par exemple toutes les expérimentations de carrefour à feu que l'on supprime, où on s'aperçoit que c'est beaucoup moins dangereux. C'est aussi le stationnement payant, et on se rend bien compte que dans les quartiers qui ne sont pas au stationnement payant, il y a un gros souci de gestion du parc automobile. J'étais cette semaine avec le maire du Bouscat. Nous avons abordé ce sujet-là, puisqu'il rencontre maintenant les problèmes que nous rencontrons à Saint-Augustin. Et j'étais cette même semaine avec le maire, M. Salaberry de Talence, avec qui nous avons également échangé, qui rencontre lui aussi sur Talence maintenant les problèmes que vous rencontrez à Saint-Augustin. Et les solutions envisagées sont évidemment les mêmes que les nôtres. Et puis il y a les zones piétonnes, ce qu'on appelle les ZTL. Si vous voulez que je développerai dans le cadre des questions. Alors, maintenant, une fois qu'on s'est dit tout ça, quelle est la méthode qu'on a mise en œuvre en 2021 ? Puisque d'abord, il a fallu s'organiser avec les services. C'est la réflexion qui part de l'échelle de votre quotidien à l'échelle de la ville. Donc d'abord, on travaille sur les écoles. Là, c'est plutôt de la formation, savoir rouler à vélo. On accompagne les élèves de CM2 dans la rue jusqu'au collège quand ils seront en 6e. Et on les forme dans la rue à faire du vélo. On est la ville de France qui a formé le plus d'élèves. C'est un moyen de l'État, mais que l'on utilise. Ensuite, on travaille sur la rue qui est devant l'école, la petite rue du quartier. Ensuite, on travaille sur l'axe majeur, la rue de Pessac, par exemple, vous êtes concernés. Et ensuite, évidemment, à l'échelle de la ville, on travaille sur les boulevards. Tout le monde le sait, c'est ce qu'on a fait en arrivant avec le passage à 2 fois 1 voie. Pour vous expliquer qu'on n'est pas dans un concept d'urbaniste ou dans une conférence, mais qu'on est dans le réel, voilà ce qu'on a fait, par exemple, sur la barrière de Talence, avec 2 écoles qui ont été renaturées, qui suivent le programme, les rues aux enfants, la rue de Pessac et les boulevards. Le deuxième calque qu'on met sur cette réflexion, c'est la notion des flux. Donc les flux, il y en a 3, les boulevards, je viens d'en parler, les cours. On a toutes et tous été très patients depuis le début du mandat parce qu'on a commencé cours de Verdun et on a fini seulement cette année le cours de la Marne. Et donc tout ça a créé beaucoup de congestion, mais ça y est, on s'en sort. Et le 3e cercle, ce sont les quais où les travaux sont en train de démarrer. Pour aller des boulevards au quai, pour aller des boulevards au cours, c'est ces fameuses radiales. J'ai pris l'exemple de la rue de Pessac, mais on pourrait parler du cours de la Somme, de la rue Tivoli. Pour aller des cours au quai, les quartiers sont trop contraints, on est dans la vieille ville, il n'est pas question d'élargir les rues. Et donc là, c'est la mise en œuvre du secteur piéton, avec un secteur piéton qui aujourd'hui atteint les 260 hectares, autrement dit un secteur, alors priorité piéton pour être tout à fait exact. On est la ville de France qui a réussi à aménager le plus grand secteur piéton. Qu'on soit bien d'accord, ces secteurs priorité piéton permettent à tous les habitants d'entrer et de sortir, évidemment, comme avant, à tous les propriétaires de fonds de commerce, propriétaires de commerce, de venir et de travailler, évidemment, comme avant. Ce qu'on enlève, c'est le trafic de transit, c'est-à-dire celui qui passait par ce secteur qui est maintenant piéton, mais qui ne faisait que traverser, qui ne s'arrêtait pas pour consommer, qui ne s'arrêtait pas pour vivre ou pour travailler. Bon, c'est une carte qui est un peu grossière, mais vous avez bien que le cours Alsace-Lorraine, le cours Victor Hugo, tout ce qui traverse est évidemment possible d'être traversé en voiture. Alors, je zoome un peu sur notre quartier. Alors, je pensais que je pourrais, avec ma main, vous balayer, mais là, je vois que l'écran est un peu haut. Donc, on va le faire comme ça en théorie. Donc, vous avez compris que c'est la même technique. La circulaire des boulevards que vous voyez démarrer
ici, juste pour vous resituer après, une fois que vous aurez situé. Donc voilà la circulaire des boulevards qui démarque ici. La deuxième circulaire un petit peu plus haut avec les cours que j'évoquais. Et ensuite, on a ce système de, je ne sais pas s'il faut dire de toile d'araignée, qui démarre au lointain et qui va rejoindre les boulevards, puis les cours. On voit ici quelques travaux qui ont été faits. Et je vous ai mis quelques arbres en plantation parce que, évidemment, je l'ai dit en introduction, quand on travaille sur les cheminements et qu'on a réussi à faire un peu de place, si on peut faire en sorte que les piétons marchent à l'ombre, on essaye. Ce n'est pas toujours possible parce que ce n'est pas extensible. Voilà, je reviendrai sur cette carte, si vous le souhaitez, que je développe, mais par souci d'efficacité, je continue. Les rues aux enfants, j'en ai parlé tout à l'heure d'une manière théorique, les voici dans votre quartier, avec un quasi 100%. Il nous reste un groupe scolaire qui est privé, donc là, on est, s'ils le souhaitent, on ira, mais... Donc voilà, avec des images. Quelques exemples ici de mise aux normes sur le plan marche. Si vous voulez que je vous réponde au plan marche, on a mon collègue Patrick Papadato, l'élu en charge de ce plan, a mis en œuvre beaucoup de mesures. Je pourrais les détailler si vous le souhaitez. Donc là, voilà un exemple de traversée piétonne qui n'existait pas, d'abaissement des trottoirs, de plaques pododactyles, Olivier, c'est comme ça qu'on dit, pour les personnes déficientes visuelles. Évidemment, ce travail d'accessibilité, si vous voulez qu'on y revienne, Olivier Scott sera à votre disposition pour y répondre. Là, je vous présente juste en deux diapos le travail. Un travail de co-construction avec les habitants, avec les associations, qui a duré près d'1 an. Et ensuite, la réalisation... Donc ça a dû aller trop vite. Ah, la diapo est partie. Bon, OK. Alors, est-ce qu'elle est après? Bon, je vais voir. Si elle n'est pas après, je le dirai. Donc... Le travail, je galère avec ce truc. Le travail sur l'espace public, la rue, le trottoir, l'accessibilité. Donc, de cette concertation a été dessiné un plan à l'échelle de la ville Bordeaux. C'est un 3e calque. Je vous ai parlé de l'école au boulevard. Je vous ai parlé des flux. Ça, c'est 2 calques. Et le 3e calque, c'est justement ce travail qu'on a fait sur l'accessibilité des rues. C'est ce qui guide, en fait, les équipes de la métropole pour aménager dorénavant notre espace public. Le handicap, c'est aussi la question des jardins et squares. Donc, vous voyez que, j'imagine, Olivier n'est pas peu fier de vous présenter ce tableau où le travail est terminé. C'est un programme qui devait être aménagé, je crois, en 2015. C'est ça, 2005. Voilà. Pour nous, le handicap, c'est vraiment une question majeure. Donc, on est très content que... Alors, vous voyez, il y a des reprises. Tout n'est pas parfait. Il faut encore qu'on s'améliore. Mais je n'ai pas du tout envie de critiquer les équipes qui ont fait ça. Au contraire, de les remercier beaucoup. Les parcs, mais aussi les établissements publics. Donc là, vous voyez qu'il y a encore un peu de travail aussi, notamment à la mairie, mais que le sujet avance. Encore ici, des établissements recevant du public pour la prévision. Quand on réfléchit aux mobilités, j'ai beaucoup parlé des flux, mais il faut aussi parler du stationnement, notamment pour les vélos, avec le travail sur les arceaux, le travail sur les vélobox que vous voyez en haut à gauche, le travail sur les abris. Et puis, quelques exemples de la transformation de notre espace public avec ce rond-point qui peut devenir une promenade. Je ne sais pas si vous l'avez expérimenté, mais il est évident que les ingénieurs qui ont dessiné ça ont un grand talent. On les remercie beaucoup. Ici, un mot sur la rue de Pessac. Vous voyez que la dernière image est encore un dessin parce qu'on n'est pas tout à fait dans la réalité. Mais voilà, on est dans le moment où il faut être patient. Mais quand ce sera livré, je pense qu'on en sera récompensé. Le travail un peu plus en amont, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais si vous voulez que je développe, je le ferai avec plaisir. Donc là, on rentre dans l'intracours avec le travail qu'on a fait sur la rue de Cursol, qui est une première étape. Si nous sommes là sur un prochain mandat, la rue de Cursol sera un sujet pour continuer nos aménagements. Et donc, on parle de ce qu'on appelle... Alors là, pour le coup, c'est les urbanistes qui disent ça. Là, Urba de Bordeaux, ils parlent de la rue sèche ou de la rue métallique quand elle est garée avec des voitures et se transforme ici en rue végétalisée. Ça, c'est le projet Cours de la Libération dans la continuité du cours Aristide-Briand. Je ne sais pas si M. Kalt est là, un habitant... non, bon, donc je passe.
Les travaux de réseau structurants, il y a le fameux réseau REV, c'est-à-dire des voies très larges, confortables et sécurisées pour les vélos, qui partent pour chez vous de la place Mondésir, qui va être elle aussi réaménagée et qui va descendre avenue d'Arès jusqu'à la rue Georges Bonnac pour rejoindre le centre-ville. Je ne développe pas, mais je suis là encore, vous avez compris le principe, à votre disposition. Le travail sur les bus express, avec ici la ligne qui partira de Pellegrin jusqu'à Malartic, mais aussi la ligne qui va faire les boulevards, donc ce qu'on appelle la circulaire des boulevards. Et je pense que j'ai gagné 2 minutes. Bravo. Mais maintenant, on peut développer. On peut l'applaudir également pour cette présentation. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Jean. Merci. Non, mais c'est pas grave. Exactement. Et donc, sur le même format que ce qu'on a pu faire sur la thématique précédente, nous ouvrons un nouveau temps participatif. Donc, même règle du jeu, même fonctionnement. Si vous avez des questions, manifestez-vous, levez la main. Et donc, nous les prendrons 1, 2, 3, 4 en fonction du nombre de personnes que vous êtes. Et puis ensuite, des éléments de réponse vous seront apportés. Madame, levez la main, les personnes qui ont des questions à poser. Madame, et ensuite, nous prendrons monsieur et madame ensuite. Et monsieur. Ça nous fera... Rebonjour. Simplement, je voulais savoir au niveau de l'hôpital Pellegrin, parce qu'il y a des gros soucis, effectivement. Il y a des personnes qui sont en situation de handicap, et notamment sur la rue Pelouse de Douai, où il y a quand même une voie donc, au niveau donc, du vélo et de chaque côté des piétons. Il y a eu beaucoup de problèmes par rapport à ça, et ce n'est pas du tout aménagé. Elles sont très, très, très dégradées. Et je voulais savoir comment ça allait se passer. Pellegrin, peut-être que c'est privé, je ne sais pas, monsieur. Mais après Pelouse de Douai, il y a un gros souci, gros souci. Il y a eu beaucoup de problèmes avec plein de personnes qui traversaient, parce qu'il y a eu, vous savez, c'est central. Et donc, il y a énormément de problèmes et c'est pas du... Merci. Donc, question sur qu'est-ce qui est projeté sur ce secteur-là. Deuxième question, monsieur, juste derrière. Oui. Oui, bonjour, Jérôme Gentil. Donc, moi, ma question, c'était en relation au fait que Bordeaux soit devenue la première ville embouteillée de France. Tout simplement, on voyait sur le détail des flux, les radiales, en fait, justement pour corriger ça. Est-ce qu'il est prévu de reprendre les radiales de l'extérieur de la ville vers le centre? Voilà. Merci pour votre question. Il y avait... nous avions monsieur, mais nous avions une dame qui avait levé la main juste avant. Voilà, juste ici, pardon, merci. Bonsoir. Alors moi, personnellement, je suis cycliste aussi. J'ai constaté récemment une politique de... je ne sais pas si c'est verbalisation, une présence forte de la police municipale orientée vers les cyclistes. Donc, ce que je comprends, on est tous en charge du respect du code de la route. Néanmoins, je m'interroge sur la politique mise en œuvre, en tout cas, quels sont les moyens qui sont mis en œuvre par la mairie pour faire respecter le 30 km/h, parce que pour le coup, il ne l'est pas non plus respecté. Et donc, je m'interroge sur, en dehors de la communication sur le code de la rue, etc., est-ce qu'il y a des phases de... Enfin, qu'est-ce qui est mis en œuvre par la mairie? Merci. Et donc, dernière question avec monsieur pour cette première salve. Et ensuite, nous aurons des premiers éléments de réponse et on pourra ouvrir un deuxième tour. Oui, vous avez parlé beaucoup de cyclisme. Moi-même, je suis cycliste et piéton. Mais je suis aussi automobiliste. Et s'il est vrai qu'il est intéressant, les circuits que vous avez imaginés sont intéressants, ce que je vois, c'est que le projet REF, effectivement, conduit à la disparition de quantité de places de parking, de places de stationnement. Et ces places de stationnement disparaissent tous les jours dans Bordeaux. Et pourtant, nous avons tous besoin d'une voiture, nous avons tous une voiture. Et là-dessus, nous avons été amenés à faire des propositions dans le style de la ville d'Amsterdam, où des grands parcs de stationnement ont été réalisés à l'extérieur de la ville. Et c'est peut-être une solution. Nous avons aussi, et nous attendons aussi, tout à l'heure on parlait de la pelouse de Douai, et ce que je vois, c'est que le parc relais qui devait être installé à la pelouse de Douai, visiblement, a été abandonné, et que le même bâtiment que, soi-disant, la ville ou la métropole ne peut pas construire, sera construit à seule fin de l'hôpital Pellegrin.
Ce qui fait que là encore, c'est des Donc quantités de places de stationnement. Donc des points d'éclairage attendus sur ces projets spécifiques. Je voudrais encore une dernière fois rappeler que si à Saint-Augustin et à Tauzin et sur une partie de Codéran, le stationnement est resté gratuit, c'est parce qu'il y a une volonté générale de la part des habitants. Nous avons fait des enquêtes et des enquêtes. Est-ce que vous avez une question par rapport à ce sujet particulier? Je veux savoir quelle est la politique en matière de développement de places de stationnement de la ville. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour cette première salve de questions. Premiers éléments de réponse? J'étais appliqué à noter, j'étais concentré. Bien Ok, sûr. alors, c'est que des questions intéressantes, on pourrait y passer du temps. Alors, sur ce qui ne dépend pas trop de la ville, c'est notamment la question du tram. Et oui, il faut pratiquer les rues où le tram a été aménagé. Et on voit bien que parfois, il y a des difficultés à tout faire rentrer. Et donc, le sujet est très complexe. Alors, ce n'est pas notre sujet, hein, mais je veux défendre les gens qui ont pensé à ça parce que c'est vrai que c'est compliqué de tout faire rentrer. Là, en plus, Pellegrin, c'est vraiment un site très complexe. Donc, ce que nous avons fait, on a fait une première étape avec le réaménagement de la place Amédée-Léon, Rabat-Léon, et donc que vous avez dû constater. Dans un prochain mandat, il faut continuer à partir de la place pour rayonner. C'est le travail qu'on va faire avec l'arrivée du bus express d'un côté et ensuite pour rayonner sur la pelouse. Donc c'est à continuer, à suivre. C'est vraiment un enjeu. On a les mêmes enjeux rue Fond-d'Odège, rue Talin. C'était pas votre question? C'était pas le carrefour devant le CHU Pellegrin et la rue Pelouse-de-Douai? Alors c'était quoi? J'ai pas compris. Dans le CHU? Ah, pardon. Ah oui, alors j'étais à côté de la plaque. Alors, en effet, ça n'est pas chez nous. Oui. Alors j'ai compris. Alors, Non, pour que tout le monde entende, si vous pouvez spécifier votre question. Vous parliez de l'intérieur, c'est ça? Oui. Alors, de l'intérieur, vous allez voir, je vais vite vous répondre. Et de l'extérieur, donc je veux simplement dire qu'il y a une bande effectivement où les vélos passent. Le problème, c'est que quand les piétons traversent, il y a eu des soucis. Il y a eu des problèmes, même des accidents. Voilà ce que je veux dire. Donc sur l'intérieur, ce n'est pas de la compétence de la ville. Donc vous l'aviez déjà évoqué tout à l'heure. Mais il faut quand même saluer un gros travail qui a été fait par Pellegrin parce qu'à titre de conseil, ils nous consultent et donc on peut partager. Et il y a un gros travail sur les mobilités, notamment sur les vélos, qui a été fait Pellegrin. Et ils font aussi un travail sur la renaturation de leurs espaces. Et, non mais... Je vous explique, je ne les défends pas, ce n'est pas nous qui décidons, ce n'est pas nous qui faisons. Je vous explique juste l'expérience que je peux partager avec vous. Ils partent d'un endroit qui était l'enfer, c'était l'enfer pour tout le monde, y compris pour les automobilistes. Ça s'améliore, il y a des gros efforts qui ont été faits et qu'il faut saluer. Et en effet, ils ont dans l'objectif de continuer. À l'extérieur, c'est ce que je vous disais, sur le travail de la pelouse de Douai, il y a évidemment un travail à faire. Nous nous sommes arrêtés à la place, mais il faut continuer et c'est en ça que je vous rejoins. Olivier, tu veux donner des détails ? Oui, madame, quand vous avez évoqué la cohabitation cycliste-piéton sur le trottoir, c'est effectivement des mauvaises pratiques qui ont pu être mises en œuvre à une époque. Didier dit que ça renvoie un petit peu à la métropole. Moi, je suis aussi élu métropolitain et j'ai obtenu la remise en œuvre, la remise en place de la commission intercommunale pour l'accessibilité. Elle n'avait pas siégé de tout le précédent mandat. Le président Anziani, à l'époque, m'a confié cette mission. Je suis président de la commission intercommunale pour l'accessibilité qui travaille avec les associations sur 3 volets, le logement, les transports et l'espace public. Et à la dernière réunion de travail avec les associations sur l'espace public, on a travaillé justement sur le sujet quelle cohabitation sur les aménagements entre cyclistes et piétons. Et dans les mauvais exemples qui étaient pris, il y avait la rue Pelouse de Douai. Par contre, dans les bonnes pratiques peut-être à diffuser, je vous invite à aller voir rue François de Sourdis comment ça a été aménagé, où là, il y a une séparation un petit peu plus importante et désormais tous les nouveaux aménagements se feront là-dessus.
Bien, madame, si vous permettez, on va nous ne peut-être vous contredisons pas, au contraire, nous ne vous contredisons pas, au contraire, nous trouvons que vous avez raison, on vous explique déjà le travail entamé et qui est loin d'être suffisant, vu d'où l'on part, ça se comprend, et donc en effet, nous vous rejoignons dans l'idée qu'il faut continuer, d'autant que certaines pratiques se développent et pas toujours correctement. Donc il faut continuer. La deuxième question, voilà, je vous invite deuxième question, c'est sur la ville embouteillée. Alors, et la reprise des radiales. Et la reprise des radiales. Alors, je ne sais pas trop ce que vous entendez par la reprise des radiales. Est-ce que ça veut dire qu'il faut partir de plus haut pour que les gens puissent arriver plus bas? Je sais, j'ai pas trop compris. De les mettre à double sens? Oui. Pour entrer? Ben, certaines sont entrantes, d'autres sont sortantes. Voilà, et certaines sont dans les deux sens. La barrière de Pessac était à deux sens, donc elle restera à un seul sens. Celle-là passe à un voilà. sens unique. Bon, il y en a d'autres. Voilà. Je prends un exemple très simple sur la rue d'Andicol, voilà, qui était, bon, elle était à un seul sens. Par contre, elle est plus accessible de l'autre côté des boulevards. Donc ça, ce qui fait que, bon, moi j'habite à côté du stade, donc forcément, en fait, il reste que la rue du Tondu. On enlève la barrière de Pessac, on a la rue du Tondu, on a la rue d'Andicol. Si on veut passer de l'extérieur de Bordeaux, passer les boulevards, on passe par la rue du Tondu, qui est la plus étroite. Dans les bus, il y a des problématiques. Est-ce qu'il est prévu, justement, peut-être de réaménager? Je prends l'exemple de la rue d'Andicol. Est-ce qu'on ne pourrait pas la repasser de l'extérieur des boulevards à l'intérieur, puisqu'on aurait 2 fois plus de possibilités, par exemple? D'accord, donc j'ai compris. Donc la réponse est clairement non. Donc oh, non, mais j'ai compris votre idée maintenant, monsieur. On ne va pas de toute façon, parce que les plans de circulation, c'est tellement compliqué, mais j'ai tout à fait compris votre idée. Merci de l'avoir éclairci. La réponse est très clairement non. Aujourd'hui, nous avons réussi à faire baisser les taux de pollution et à les maintenir en dessous de ce qu'on a connu pendant la période Covid. Et donc, réouvrir un flux, réouvrir une rue, mettons, réattirer un usage. Donc, si on dit que la structure crée le flux. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous faites un trottoir très large, vous allez avoir beaucoup de piétons. Vous avez créé une structure, elle va attirer un usage. Vous faites un site de voie bus, en site propre, le bus il va vite, il est efficace, comme la Liane 9, plus 20% sur la Liane. La structure crée le flux. Si je recrée une voie, je vais vous donner un exemple concret, sur la rocade, eh bien, j'augmente le trafic sur la rocade. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Alors, ça l'a fluidifié pour être tout à fait... Donc, dans l'hypercentre, à la différence de la rocade, nous ne créerons pas un double sens là où il a sens unique. Là, notamment, à côté de la rue du Tondu, il y a l'Armina, cours du Maréchal Juin. Donc, voilà, là, la réponse est non. En revanche, quelque chose qui est très important, si vous m'accordez 2 minutes, je vais développer ce que vous avez dit sur la ville la plus embouteillée. Vous imaginez que quand on a reçu ça, on s'en est pas contenté. Donc j'ai appelé le directeur France du GPS, je ne vais pas lui faire de la pub, qui fait sa pub tous les ans sur ça. Et je lui ai dit comment vous pouvez expliquer que la ville de Bordeaux soit la plus embouteillée. Ça fait 4 ans qu'on travaille. Toutes les associations labellisent le travail qu'on fait. On a eu 4 cœurs, ville prudente, bon, etc. etc. On est appelé à Marseille, à l'étranger, pour faire des conférences sur ce qui est mis en œuvre à Bordeaux. Et donc il me dit, mais écoutez monsieur, vous avez un défaut. Ah, ce ne sera pas le premier. La ville de Bordeaux, si on la compare à Lyon, à Marseille, à Toulouse, n'a aucune voie rapide dans la commune de Bordeaux. C'est-à-dire que Lyon, puisque c'est une moyenne des vitesses, Lyon, elle est traversée par une autoroute. Toulouse, il y a une partie de la rocade. Donc forcément, la moyenne monte. Bordeaux, structurellement, je ne serai jamais, quoi que je fasse, à la hauteur d'une ville comme Toulouse et Lyon, parce que dans leur périmètre, ils possèdent des voies rapides. Vous comprenez l'inégalité par rapport à ces... Donc, on leur dit, mais donnez-nous alors quelle base on peut utiliser. Et ils nous disent, si vous voulez avoir une base de comparaison qui soit à peu près équitable, à peu près, entre différentes villes, il faut que vous ayez une vision à l'échelle de la métropole, parce que toutes les métropoles ont des voies rapides ou des rocades. Et là, quand on compare avec les rocades, la position de Bordeaux métropole s'améliore, et je crois qu'elle est classée 6e. Mais vous comprenez que quand on dit à un média Bordeaux métropole, la commune du Bouscat, la commune de Talence, la commune de Bordeaux, et que la 6e, c'est trop compliqué. Par contre, si on dit Bordeaux, voilà, dans les médias, ça fait facilement un reportage sur TF1.
Deuxième chose qui est importante à dire, et je vous remercie de m'avoir invité sur ce sujet-là, c'est qu'à Bordeaux, quand je fais des conseils de quartier comme ça, alors peut-être que ça va se vérifier ce soir, ce qu'on m'explique, c'est que dans ma rue, ça va trop vite, que dans ma rue, passent trop de voitures. Je ne sais pas s'il y a des gens de la rue du Tondu, hein, mais ils s'y retrouveront. On nous demande de faire baisser les vitesses. On nous demande de mettre des gendarmes debout, des gendarmes couchés. On nous demande, debout aussi parfois, on nous demande de faire les stationnements en chicane. On fait les rues aux enfants. C'est un des rares programmes politiques où les gens nous disent « mais nous on le veut, nous on le veut, nous on le veut ». On ne va pas assez vite. Et donc évidemment, quand on met en œuvre tout ça, eh ben, on fait chuter la vitesse moyenne. Mais en fait, on répond à une demande. Donc le directeur de ce GPS s'est engagé à faire d'autres calculs pour voir comment se positionnerait la ville de Bordeaux. Mais malheureusement, je vous l'annonce, Bordeaux n'est pas prête de descendre du podium puisque structurellement, elle n'est pas faite pour aller vite et qui plus est, les habitants et les habitantes nous demandent encore de faire chuter la vitesse moyenne de la ville. Donc peut-être que dans quelques années, les communes et les maires de France courront après la première place, mais pour l'instant, ce n'est pas encore dans notre culture, donc on considère que c'est plus un reproche. Donc quand on parle de ville moyenne, nous sommes la première ville de France la plus lente. Voilà, c'est ça le vrai terme. Mais évidemment... Voilà, donc là, je vous ai un peu éclairci tout ça. Cyclistes, oui, vous avez raison. On a demandé à l'APM, on fait un vrai travail avec l'arrivée du nouveau directeur de la police municipale, où on a demandé de mettre en œuvre des sessions pas de formation, de prévention, où on travaille avec la préfecture, où on arrête tous les cyclistes, mettons, qui ne sont pas éclairés, vous voyez, ce genre de choses, qui ont des écouteurs. Mais on a aussi demandé à mettre des programmes de sanctions, parce qu'il ne faut pas non plus être naïf. C'est une pratique qu'on hérite souvent de la balade du dimanche. Or, quand on utilise le vélo tous les jours, on est soumis au code de la route, et il faut le respecter. En revanche, un policier municipal donc, va répondre à la demande politique, mais quand il est dans la rue, s'il constate un automobiliste qui franchit un feu rouge, il sera aussi obligé de le sanctionner. Il ne peut pas faire le tri. Donc, on a mis en œuvre, donc voilà pour la philosophie, la commande politique et comment elle est mise en œuvre, mais on travaille aussi avec les associations, et les associations nous font remonter ce qu'on appelle des fiches. Par exemple, une rue sur laquelle il y a un stationnement automobile illégal sur la piste vélo depuis une semaine. Ces associations font une fiche. Ça peut être aussi une association handicap, hein, avec des poubelles qui ne sont pas rentrées dans une rue identifiée sur du long terme. Et nous, ça nous permet d'avoir une action ou avec la police municipale à l'attention, par exemple, là, dans l'exemple des automobilistes contrevenants ou des habitants qui ne rentrent pas leurs poubelles, par exemple. Donc, ce système de fiche est assez efficace parce que c'est une remontée d'informations du terrain. Et enfin, dernière question, j'ai commencé dans mon introduction à parler des automobilistes en disant qu'il fallait réorganiser, donc vous avez raison de me rappeler à l'ordre si vous trouvez que j'en ai pas assez parlé, mais il est évident que la voiture, par exemple, on travaille avec la Chambre des métiers et de l'artisanat pour faire en sorte que tous les artisans puissent accéder à la ville de Bordeaux sans se soucier de savoir s'il y a des bornes, s'il n'y a pas de bornes. On met en œuvre des modalités de stationnement qui leur sont privilégiées pour que les artisans puissent venir travailler. Vous imaginez bien que tout ce qui est service sécurité, incendie, médecins, etc., ne sont pas concernés par les bornes d'accès ou le stationnement. En revanche, ils nous félicitent, ces professionnels de la route, y compris les taxis, de ces aménagements de rues à sens unique, parce que comme ils empruntent les voies bus, les taxis, par exemple, rejoignent la gare comme ils l'ont jamais réussi à la rejoindre. Les pompiers ont des axes protégés qui leur permettent d'intervenir beaucoup plus vite. Donc oui, hein, il faut avoir à l'esprit que ce travail est important. Le réseau Rêve, je ne peux pas vous dire que ça supprime des places de parking seulement. À certains endroits, ça en supprime, à d'autres, moins. Si on prend l'avenue d'Arès, il y a une séquence où ça supprime, je crois, 19 places de voiture. C'est énorme. Et en plus, c'est 19 places les unes à côté des autres. C'est énorme. Mais dans cette rue, il n'y a pas de place. Je peux pas prendre les maisons, les casser pour faire... Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui utilisent cette avenue d'Arès. Un peu plus bas, à partir du restaurant, du bar-restaurant, on va réussir à conserver toutes les places
jusqu'à la barrière. Donc attention à ne pas simplifier nos propos. Je sais que vous connaissez bien le sujet, donc ce n'est pas du tout votre objectif, mais je le dis pour nous toutes et tous qui avons entendu. Attention à ne pas simplifier le propos. C'est vrai que le réseau Rêve, à cet endroit, il enlève 19 places et que ça va être très dur. Alors on est en train de regarder avec la salle de gym d'à côté si on ne peut pas mutualiser son parking. On est en train de trouver des solutions. Mais toujours est-il qu'il y a une suppression de places. Tout le reste, ce n'est pas le cas. Si après on continue le Rêve rue Georges Bonnac, on travaille avec une association de quartier. Cette association de quartier conçoit qu'il faut enlever des places. Elle a eu très peur au début parce qu'elle pensait qu'on allait toutes les enlever, ce qui n'est pas le cas, mais conçoit qu'il faut enlever des places. Et pourquoi ? Pas pour mettre le Rêve, parce qu'il y a la place, mais pour pouvoir planter quelques arbres de façon à ce que leur trottoir soit à l'ombre. Et dans le sens inverse, c'est-à-dire rue Judaïque et rue de la République, je ne me trompe pas, ben, il y a 0 suppression de place. Ce n'est pas compliqué. Dans l'autre sens, il y a 0 suppression de place. Donc voilà pour ce sujet-là. Je n'ai pas évoqué les parcs relais et vous avez tout à fait raison. Voilà une des solutions. Le maire de Talence, par exemple, se plaint de ne pas avoir assez de parking relais autour de sa ville. Je ne sais pas si c'est justifié ou pas. En tout cas, ça dépasse le giron de la ville de Bordeaux et je ne suis qu'élu de la ville de Bordeaux. Et à part partager parfaitement votre opinion qui me paraît tout à fait justifiée, je pense que l'effort de la ville sur les mobilités, quand on parle de métropole, notamment, il y en a plein d'autres, c'est l'aménagement de parking relais. Je vous rejoins tout à fait. Merci beaucoup pour ces éclairages et ces éléments de réponse. Je me refais le maître du temps par rapport à ce conseil de quartier dont nous étions entre guillemets engagés à ce qu'il se termine à 20h30 et nous vous remercions pour votre mobilisation, votre participation. Il n'en reste pas moins qu'il y a, Monsieur Guillemin, je vous laisserai conclure, mais il y a un temps convivial qui nous attend après où vous pourrez continuer de poser différentes questions aux différents intervenants et intervenantes qui étaient présents ce soir et à également continuer d'échanger entre vous par rapport à ces thématiques-là ou à des thématiques un petit peu plus larges. Monsieur Guillemin, le mot de la fin peut-être sur ce conseil de quartier ? Merci encore au Coq Rouge, merci de votre participation. Allons nous mettre au frais dehors pour boire un petit verre avec beaucoup de plaisir. Je renouvelle que je suis à vos dispos sur toutes les choses qui n'ont pas été abordées plus ou assez longuement selon vous ce soir. Merci, très bel été à vous si vous filez et très bon petit verre de l'amitié à celles et ceux qui font ce choix. Tout de suite dans la petite cour des Coqs Rouges que je tiens encore à remercier. Et on se sent super bien, c'est hyper bien retapé. Moi, j'adore cet endroit. Merci beaucoup encore, Monsieur le Président. Très bonne soirée à vous, très bonne fin de conseil. Merci.